Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest mother on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 327e épisode du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage et dans le ring pour une émission spéciale. C'est mon dernier jour à RMC Sport, mon dernier RMC Fighter Club, en tout cas dans la place du présentateur. Et on va se régaler en répondant à toutes vos questions que vous nous avez posées ces derniers jours avec Baba sur les réseaux sociaux. Et justement pour m'accompagner aujourd'hui, comme d'habitude, mon fidèle partenaire du RMC Fighter. Je vais pas vous faire l'intro habituelle, je vais juste te dire le meilleur consultant du game global combat en France. Il est à côté de moi, monsieur Baba et même monsieur Diagrave Diagne. Comment ça va, Baba? Salut Alex, ça va super, en même temps un peu triste mais en même temps heureux puisque toujours heureux pour ce que tu fais donc Exactement. Et on sait que ça va rester dans de bonnes mains le Fighter Club. On va vous dire ça très vite en répondant à toutes vos questions dans ce Fighter Club spécial pour ma dernière. Près de 6 ans, 327 épisodes du MMA, de la boxe, des invités par dizaines et pas une fois John Jones désigné comme le GOAT. La blague était obligée pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Bienvenue dans mon dernier RMC Fighter Club au lendemain d'un week-end où Alex Volkanovski a repris le trône des 66 kilos de l'UFC et ça nous fait bien plaisir. L'émission qui vous accompagne dans la passion du combat depuis septembre 2019 met fin à une époque avant d'en ouvrir une autre. Pour l'occasion, on vous a laissé nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux et on va y répondre. Il y a de l'émotion, il y a de la nostalgie, il y a de l'amour. Il y a surtout un mot à tous vous adresser. Merci. hop là, il y a un petit scratch parce que en fait aujourd'hui c'est ta dernière mission donc l'introduction c'est pour moi Alex, c'est pas pour toi. Oh les salauds. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du RMC Fighter Club. C'est Baba qui est ici pour vous présenter la dernière d'Alexandre Herbinet. Aujourd'hui c'est pas juste un invité qu'on reçoit, c'est carrément un boss final du game. Il a co-créé cette émission donc si vous aimez vous pouvez le remercier, si vous détestez vous savez à qui écrire. Journaliste sportif de haut niveau, auteur publié, oui un vrai livre avec des pages et tout. Encyclopédie vivante de la boxe et du MMA, il a couvert plus de combats que ton peuple n'a fait de pompe. Il a aussi joué un rôle énorme dans le développement des sports sur cette chaîne, tirant les ficelles dans l'ombre, tel un marionnettiste sorti tout droit d'un thriller hollywoodien, un véritable OG d'une partie ultra importante du fight game, celle qui fait et défait les stars. Il est surtout connu pour son amour inconditionnel de la culture sportive japonaise en sa qualité de fan numéro 1, pound for pound de Naoya Inoue. Et surtout, grâce à lui qu'on a un immense talent qui a rejoint cette aventure, un talent brut, unique, inimitable. Oui, c'est moi, je parle de moi bien sûr. Merci à toi pour cette contribution historique au paysage audiovisuel mondial. Et merci à vous de réserver un triomphe, oui même toi qui nous écoutes en faisant ton ménage, toi qui nous écoutes en faisant ton footing, toi qui nous écoutes juste avant ton entraînement. Un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Alexandre Herbinet. Un grand merci Baba, je m'y attendais pas celle-là, voilà, ça commence les surprises, elle est belle pour la der. On a quand même une petite prod, je voulais vous faire revivre tout ce qu'on a vécu de plus beau dans le combat depuis septembre 2019 et le début du Fighter Club. Let's go, Arthur et Max. Let's get ready to rumble! Wide. It's really hard to get in and out. Right hand hurts him! Oh, a huge right hand from the monster! And then he chases him down! Fulton is laid out, struggling to get to his feet. That's better. Sharp, top pick it. Oh, big shot from Ngannou, who dances after his success. And suddenly, we have a fight. It's the glamour division of boxing. And these guys are not letting us stand. There is in trouble. The big fella, the Gypsy King, is rattled. He's stumbling into the ring. Do you believe it? Do you believe it? He's going. The referee might stop it. Whoa! Fury, he's down. And he stands over the former king. Bam Rodriguez takes the throne. He's done. Oh my goodness! He does not beat the count. It is over. One punch Bruno knockout. Suras has knocked out Jaime Munguia. Wow! Oh my goodness! Champion du monde par intérim. Cyril Gane est champion par TKO. Cyril Gane qui vient de faire Derek Lewis à domicile. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Magnifique. Magnifique Cyril Gane. But that is not the cloth from which he is cut. I mean, that is a dejected... Oh!
We were writing his obituary. Oh my goodness. But out here in the open, it's going to be difficult. Yeah, and he knows that he's got to take his time as well because... Listen to that. I've got goosebumps. Sounds like the French national anthem. Well done. Well done to those folks inside the Accor. Beautiful stuff. Oh, head kick. Oh, the big kick, Benzema, Saint-Denis. Allons-y. Wow. Look at this. Holloway just told them, stand right here. Oh, big connection late. Face first on the canvas. Holloway wins the BMF title. Oh! Big early knockdown for Peloton. Oh my goodness. Oh, Jamal Hill's up and still. Alex Peloton Pineda maintains the throne. My goodness. Et que Broya commence à sentir le goût du sang. Les frappes commencent à rentrer. C'est peut-être le moment. Ouais. Oh, il a touché. Il a soulevé. Au tapis. Oh, l'accélération. Il a tenu. Incroyable. Il l'a fait. Il a mis Holloway. On pensait que c'était pas possible. Il l'a fait. Voilà. Oh, il a sonné. Oh, il a touché. Il est pas bien, Sagna. C'est peut-être la fin. Oh là là, c'est terminé. Il a suffi d'une touche. Il a suffi d'une touche à Nassour. Oh là là là. Nassour Dinimabov. Oh là là. J'aurais pu en mettre des dizaines et des dizaines encore. J'avais fait une liste énorme de tout ce qui s'est passé depuis septembre 2019. Baba, je t'avais mis un petit test. T'as tout reconnu rapidement? Écoute, la première, je t'ai pas concentré. Je venais de finir mon. Je sais que c'est Inoue, mais je ne rappelle pas contre C'est qui. Inoue Fulton. Ouais, voilà. Mais j'ai quasiment tout. Hein. Ngannou Fury, Usyk Fury, Bam Estrada, Suras Munguia, Gann contre Lewis, Edwards Kamaru. Il y a eu la Marseillaise. De l'UFC Paris. BSD Frévola. Non, Gann, tu vas ça. Ah, ok. Ah si, BSD Frévola, oui, il est dedans. Ouais. Holloway Geji, Poatan contre Hill, Topuria Holloway et Nassour contre Easy. Voilà pourquoi je laisse la main à Baba. Il est bon, il a tout bon sur ce quiz de la prod. Merci à Arthur Robert de nous avoir réalisé cette petite prod qui résume tout ça. Ça s'est passé pendant la période du RMC Fighter Club depuis septembre 2019. On en profite avant de répondre à toutes les questions que nous ont posées les auditeurs pour faire un point sur la suite. Baba, parce qu'on nous l'a beaucoup posé, c'était dans les questions les plus demandées. Qu'est-ce que va devenir le Fighter Club? Il va continuer. Déjà, moi, si je m'en vais, je vous l'ai expliqué un peu sur les réseaux, c'est un choix perso, un choix de vie. J'en avais marre de Paris en grande partie et il y a d'autres aventures qui m'attendent, notamment pour l'instant dans le sud, avant peut-être d'autres contrées plus lointaines. Mais pour l'instant, c'est le sud et vous allez continuer de m'entendre parler de combat et vous saurez très vite où et comment. Donc, je vous fais un petit peu de teasing, mais dans les jours à venir, avant la fin de la semaine, vous savez ce qui va se passer pour moi et on a encore des belles passions à partager, Baba, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. En fait, il faut juste que vous fassiez de la place, tout simplement. Comme ça, vous écouterez Fighter Club et aussi vous écouterez ce que fera Alex derrière. Et voilà, comme j'ai toujours dit, il faut de la pluralité. Donc, on sera plus à proposer de la qualité. Donc, c'est génial. Et ça ne nous empêchera pas des crosses, de faire des crosses entre ces différentes choses. Mon Baba, t'inquiète pas, on est encore là tous les deux. Et bien sûr, l'émission, elle va continuer. Baba, vous le savez, il reste sur les antennes pour tenir les murs du Fighter Club. Vous le verrez même de plus en plus sur RMC Sport. On vous en dit pas plus pour l'instant, mais c'est cool et j'en suis très heureux, tu le sais, Baba. Et il est présent sur le plateau avec nous pour les premières minutes de l'émission parce qu'il y a une passation à faire aussi. Charles Chevalier qui va présenter, mon ami Charles, que vous avez souvent vu à l'antenne sur RMC Sport. On a fait des nuits de l'UFC ensemble, Charlie. Oula, on a passé beaucoup de nuits ensemble. Un peu trop, sans doute. Pour ça, c'est ta femme qui t'a demandé de partir. En fait. Je comprends mieux. Et qui est aussi, vous le connaissez aussi, présentateur de La Carte, l'émission avec Antoine Simon et Taylor Lapillus, qui vous présente les plus gros événements techniquement de l'UFC et du monde du MMA. Mon Charlie, les clés sont à toi. Merci Herbie. Non, mais moi aussi, alors ce sera très très loin d'être à la hauteur de ce qu'a fait Baba, mais en tout cas te remercier déjà pour tout ce que tu as apporté, parce que ce que tu as toi par rapport à beaucoup d'autres et encore plus développé, c'est la passion, et je pense que c'est ça que les gens comprennent et partagent avec toi à travers les podcasts, à travers ce que tu es capable de donner à l'antenne. On le voit, quand tu es à l'antenne, tu fais toutes les nuits, tu n'as pas de fiche, tu as tout en tête, tu regardes tout, et c'est avec un vrai œil de passionné que tu arrives à le retransmettre à tout le monde. Donc ça, et je partage ce que dit Baba, on est heureux que tu puisses continuer ailleurs, et étant donné que c'est ta passion, on était bien certain qu'en partant d'ici, tu continueras à la transmettre à d'autres et avec d'autres manières de le faire. Donc en tout cas, merci Herbie pour ce que tu nous as apporté dans la rédaction là-haut et pour ce que tu vas continuer à nous apporter dans le milieu du combat, comme tu le fais depuis des années. Je te remercie beaucoup, Charlie, et sachez, je
Je peux pas être plus heureux que d'avoir ces deux bonhommes pour me succéder et Merci, prendre Arbi. la suite de cette émission. Il y en a au 327, mais il y en aura encore plein. Vous m'invitez au 500, hein, c'est obligé. Bien sûr. Et puis pour d'autres occasions, en tout cas, ouais. Merci mon Charlie. Merci, je Arbi. te laisse nous quitter. Merci. On va... Juste un Vas-y. petit mot juste pour dire, c'est le but évidemment c'est pas de te remplacer parce que cette émission c'est la vôtre, c'est celle que vous avez construite ensemble et le but c'est de continuer grâce aux moyens qu'on peut avoir chez RMC Sport, au talent qu'on peut avoir chez RMC Sport, à continuer à vous proposer le maximum de ce qu'on peut vous proposer. Mais en tout cas le but mon Herbie c'est pas de te remplacer, c'est simplement de récupérer le flambeau et d'essayer de proposer au mieux aux auditeurs, aux spectateurs ce qu'il est possible de transmettre à travers ce qu'on peut faire chez RMC. T'inquiète pas, je serai votre premier auditeur et je serai là, je te ferai des Bitcoin Gang de temps en temps. Avec plaisir. J'ai réussi à la placer pour la dernière. Je sais pas si t'apprécies ça, mais j'ai beaucoup. J'apprécie. Merci mon Herbie. Merci mon Charlie, Salut merci les gars, pour merci tout. beaucoup. Et, bonne suite pour le Merci. RMC Fighter Club avec Toi toi aussi. et Baba, Yes. Toi bien aussi. sûr, qui est là. Merci. Baba, on reste sur l'émission juste. La première question des auditeurs que j'avais notée, parce qu'elle est revenue plusieurs fois. Meilleur moment, plus beau souvenir dans l'émission. Je te laisse commencer, après je dirai le mien. Ouais. Il y avait aussi un invité qui nous a le plus marqué, Ouais. anecdote insolite, l'épisode qu'on a pris le plus de plaisir, tu vois, ça va tout Ouais, ensemble. c'est peu un ça. global, c'est un global. Après, je vais pas donner qu'un seul. Déjà, la première où j'ai compris que ça allait être mon presque quotidien. Pour moi, c'est très important. Tu vois, c'était, je suis pas quelqu'un qui stresse ou quoi, qui ressent la pression. Je pense que tu le sais, Alex. Oui, Mais oui. pour le coup, ce jour-là, ouais, j'ai ressenti quelque chose de particulier. Donc c'est un très très bon souvenir pour moi. Et puis après, ouais, c'est vraiment, je retiens vraiment la rencontre avec Francis. Moi, j'ai beaucoup aimé l'énergie qu'on a réussi à avoir, toi et moi. On voulait faire quelque chose de différent le jour où on l'a interviewé. Moment particulier. Voilà, Ouais. je crois qu'on a réussi à le faire. En toute modestie, on a réussi à proposer quelque chose de différent. L'interview qu'on a fait avec lui, je crois qu'il a apprécié lui aussi. La preuve, il est revenu quelques mois après. Donc ouais, je retiens ça. Et puis aussi les moments de rigolade avec Parnasse et Varela. Enfin, on a eu pas mal de trucs assez cool. Ouais, moi je réfléchissais parce que j'en ai plein pour le coup, Ouais, c'est un bien. peu plus que toi, même dans celle-là. Et je crois qu'une de mes préférées, c'est la grande interview qu'on avait fait avec Cédric Doumbé Ouais. à l'été 2023. Ouais. Il y avait Julien Casier avec moi. Et j'ai adoré cette émission parce que pendant 1 heure, Cédric il a parlé de combat. Que de combat, ouais, c'était trop bien. Voilà. Et Ouais. quand on connaît Cédric, voilà, le personnage qu'il avait créé depuis son arrivée dans le MMA et même dans le kick, tu connais ça mieux Ouais, que bien moi sûr. encore. Je trouvais cool de l'avoir 1 heure et on s'est rendu compte à quel point il était intelligent dans le combat, Ouais. il avait plein de choses à dire et C'est qu'il un n'avait vrai pas que le passionné. personnage chambreur et trash talker. Non, c'est un vrai passionné du Ouais. game. Il y a peu de gens qui le savent, je crois. Mais c'est un vrai passionné du game. Cédric, qui connaît ses gammes, qui connaît ses combattants, ses héros, tout ce qui va avec. Et il a montré ce jour-là. Ouais. Et deux autres à citer, mais qui sont plus récents. Enfin, dans les plus anciens, j'ai adoré faire l'épisode avec Craig Jones. On avait parlé Ouais, de la prépa ouais, de c'était Volka super sur cool. Marachev parce que c'est pas des gens très connus par le grand public combat et c'était cool d'avoir une sommité du grappling à ce point-là. Ouais, c'est clair. Qui en plus c'était quand même le coach principal de Volka contre l'arme principale de Marachev. Ouais. Enfin, c'est un truc qui était rare à faire pour un podcast français. Donc c'était très cool. Et il y en a deux dans les dernières semaines, Baba. Mhm. J'ai adoré faire l'épisode sur TKO. L'arrivée de Ouais, la boxe, c'est la mort génial. du Ali Act et l'Arabie Saoudite, parce que je trouve que c'est le Fighter Club. Ça. Je crois que c'est notre meilleur épisode. Essayer d'apporter aux gens des choses dont Ouais. ils n'avaient pas forcément conscience ou qui suivent de très loin et Ouais. nous d'essayer de rentrer dans ces détails-là. Et le dernier, c'est Baki. Ouais, c'était Parce génial. que pareil, c'est le Fighter Club. Ouais. C'était pas une interview, Baba, c'était une C'est conversation. une conversation avec Entre un autre passionné. On avait un Exactement. troisième passionné qui est aussi combattant accessoirement, mais on était 3 passionnés autour de la table. Entre passionnés, ouais, donc c'était cool. On zappe la partie émission, on rentre dans les questions de nos auditeurs. Je m'étais dit, on se ferait peut-être 30 secondes de débrief sur ce week-end, parce que le débrief, ça a Ouais. toujours été un peu l'ADN du RMC Fighter Club. Ce week-end, on a eu Volk qui a récupéré sa ceinture. Parfait. Et on a eu Ouais. Boutsenis qui est devenu champion unifié chez les welter. Est-ce que Ouais. tu as un truc à dire sur A2-2 en 30 secondes? Tu sais que Volk, ça a ouvert le débat. Est-ce que c'est lui ou Aldo le plus grand featherweight de l'histoire? Ouais, voilà. Bah, écoute, de toute façon, le débat il est ouvert depuis pas mal de temps. Il est juste il est légitime. Il est légitime. Il a Ouais. juste à une défense d'égaler le record de Aldo. C'est un combattant exceptionnel. Moi, je kiffe ce gars. Donc, que vous ayez l'un ou l'autre, moi, ça me va très bien. J'allais dire, ça me dérange pas que vous ayez Volk devant. Ouais. Je rappellerai juste, c'est comme notre débat sur Mohamed Ali et Sugar Ray Robinson. Volkanovski a dit que le GOAT c'était Aldo. Ouais. Donc, quand dans la discussion du GOAT, il y en a un qui dit que l'autre c'est le GOAT, ça donne des petits points en plus. Ouais, c'est C'était clair. non, Ali qui disait ça sur Robinson. Ouais, pour ça, c'est exceptionnel. Et Boutsenis, c'est un combattant exceptionnel, Ouais. tout simplement. il me commence à bien me faire fermer la bouche. Ouais. Voilà. Non, Parce il est que fort. tu sais, c'est un mec où j'étais encore très circonspect et ce week-end, il m'a un peu fait fermer ma bouche. Ah, il est fort, il est fort. Là, par contre, c'est presque un poids moyen. Ouais, il est balèze. Il est balèze. très Ouais, balèze c'est clair. physiquement. Il y avait une vraie différence physique. En tout cas, bravo à Boots, nouveau champion unifié des poids welter, catégorie où on a des Français qui brillent, Souleymane Sissoko, David Papo. C'est à suivre pour la suite. On passe à tous nos questions thèmes. J'avais plein de questions un peu, j'en ai des petites que je disséminerai au fur et à mesure. Puis il y en a qui on va faire des thèmes de 4-5 Ouais. minutes à chaque fois. Ok. Il y en a une, on l'a mis tous les deux en haut parce que ça nous faisait marrer vu
appétence pour la boxe japonaise et le nombre de fois où je vous ai fait des épisodes où je vous ai gavé avec ça. Question de Mendoza, notre ami Mendoza sur Twitter qui nous disait mais pourquoi vous avez jamais fait un épisode sur le MMA japonais? Et ça a une histoire énorme dans le MMA et il nous demandait voilà pourquoi on l'a jamais fait et est-ce qu'on a des souvenirs ou des choses à dire sur le MMA japonais, Baba? On aurait dû le faire. On l'aurait fait, tout simplement. C'est quelque chose qui serait arrivé relativement rapidement, puisqu'on est passé en mag, comme vous le savez, depuis quelques temps maintenant. On enregistre les mercredis et ça nous permet d'être un petit peu moins sur l'actualité, et plus sur l'actualité, mais sur des choses plus larges. On est tous les deux des amoureux de la culture sportive japonaise. C'est ce qui nous rassemble. Moi, mon amour du MMA, il vient du Japon. Il vient pas de l'UFC, il vient pas des States, il vient clairement du Japon. Moi, je suivais le Pride et toutes les organisations japonaises, le Deep, le Sengoku, le Dream, tout ce qui va avec. C'est vraiment une fois que le Pride a été fermé et que les combattants ont basculé à l'UFC que j'ai suivi l'UFC. Avant ça m'intéressait pas. C'est pour te dire à quel point, pour te répondre à ta question, à quel point moi je suis ancré dans la culture japonaise. Le K1, c'est simple, c'est quasiment toute ma vie de fan de combat. Donc le K1 original, le K1 World Max qui occupe une place très importante dans ma vie de fan. Donc ouais, clairement le jour où ça se fera, on aura Herbie au téléphone et on le fera bien. Et pour suivre, moi j'ai découvert l'UFC, je l'avais déjà raconté, mais moi j'ai découvert le MMA grâce à Ken Shamrock, parce que je suivais le catch à l'époque, et donc il venait de l'UFC, des premiers UFC, donc je l'ai découvert moi par l'UFC, mais au début des années 2000, je t'assure que s'il n'y a pas le Pride, je suis pas sûr qu'aujourd'hui en 2025 je suis encore le MMA. C'est exactement la même chose. Il est possible que j'arrête totalement à ce moment-là s'il n'y a pas cet orga pour nous garder des émotions et pour nous faire vivre. C'est moi quand je compte, si tu comptes, si compte à ce point-là le Pride. Si tu te mets début 2000 et que tu compares les deux, il y a zéro comparaison possible en fait, tout simplement. L'UFC, t'avais un produit avec des combattants qui n'étaient pas les meilleurs au monde à l'époque, en tout cas pas tous dans leur catégorie de poids. Et puis surtout, c'était ce qu'on avait aujourd'hui. Tu vois, les endroits, la cage, c'est la même partout. Les endroits, c'est la même partout. Le Pride, c'était un event lambda. C'était juste exceptionnel. Moi, j'ai retrouvé plein d'events complets du Pride là sur YouTube. Vous avez juste à les taper. Vous allez sur Wikipédia, puis vous tapez l'événement associé. Je vous conseille les GP 2004. Je vous conseille tous les Pride Dynamite. Enfin, regardez tout ce que vous pouvez parce que c'était vraiment du show exceptionnel. Voilà. Et puisqu'on reste dans ces petites questions un peu autour de l'émission à faire un truc sur les MMA japonais, j'en avais une autre qui était adressée à toi tout seul. À quand des Fighter Club sur le One? Là, c'est plus moi, donc je vous laisse aux futurs décisionnaires. Ça fait longtemps qu'on te le réclame. Ouais, c'est clair. Ça, c'est une question de The Artist, si je me trompe pas, et qui est là avec nous tous les vendredis pour suivre les One Friday Fights notamment. Très bientôt. C'est une des choses que je vais apporter en plus. Je vais essayer en tout cas d'en parler puisque je le commente. Donc c'est une organisation que je connais très bien maintenant. Donc très bientôt. Ce que je peux dire, c'est que ça arrivera très bientôt et on va même essayer. De toute façon, il y a Barbeau qui est là, même si il a pas réussi à récupérer la ceinture. Ce sera très intéressant de recueillir son ressenti quand il sera rentré de Thaïlande. Là, il profite de vacances bien méritées. On a d'autres combattants. On va essayer de faire d'autres choses. Mais oui, en tout cas, Fighter Club sur le One, c'est bientôt. Autre petite question un peu thématique. Celle-là, elle a été posée par mon grand frère, Christophe, à qui je passe un grand bonjour, et qui nous demande s'il y a un plafond de verre à la popularité du MMA de par sa nature violente, donc un sous-entendu, en soi, ou est-ce qu'on peut se dire qu'il n'y a pas de limite? Non, je pense qu'il y a un plafond de verre. Je pense aussi. Vas-y, commence et je développe. On est d'accord là-dessus. On vit, nous, en vase clos, donc on a l'impression qu'on est sur une explosion exponentielle et que, tu vois, ça va tout dépasser. Et puis, on a un Lionel Brézéfin qui vient ici, qui nous rappelle que c'est un sport avec 10 000 licenciés et moins que la pétanque. On pourrait en avoir 20 000, en gros, peut-être 30, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Donc, on se rappelle aussi que c'est un sport de niche et c'est comme ça partout dans le monde. C'est un sport qui ne pourra pas battre la popularité de la NBA ou de la NFL aux States. C'est un sport qui ne pourra pas battre la popularité du foot en Europe. On peut se rapprocher sur certains events. Nous, on le sait. On a battu certaines fois l'after, je le dis. On a réussi des fois sur certains events, et franco-français. En vidéo, ouais. Donc écoute, il y a un plafond de verre, évidemment. Il y a un plafond de verre qui est quand même relativement haut. On est au stade embryonnaire, encore une fois. Donc on va encore augmenter, on va encore se développer, et nous, on va y contribuer le plus possible. Mais oui, à un moment, on atteindra notre limite. Mais oui, je pense que dans sa nature même, moi j'ai eu les débats déjà ici avec des chefs ici, et dont j'ai toujours apprécié la volonté d'essayer de développer le MMA pour le plus grand public possible, parce que c'est ça qu'il faut qu'on essaye de faire quand on a pris l'option MMA à MC Sport. Mais je pense que de par sa nature, tu peux pas. Oui. Ma mère, elle peut pas regarder un événement MMA où je suis. Enfin, elle peut regarder au moment où je suis sur le plateau pendant les 10 secondes, elle va être contente de me voir en plateau. Mais dès qu'on va commencer à lancer un combat dans la cage, elle va tout de suite arrêter. Et je peux pas la forcer, enfin, c'est normal, c'est un sport d'une nature très violente. Comme tu dis, nous on est dans notre bulle, dans notre vase, on a l'impression que tout le monde aime ça, mais c'est pas le cas.
Moi, je déteste le rugby, par exemple. Enfin, tu vois, tu me feras pas regarder du rugby ou alors dans des très 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 gros événements, genre finale de Coupe du Monde de la France ou les choses comme ça. Je pense pas que ce soit pour tout le monde. Et que c'est un sport qui peut se développer fort, qui peut être dans les sports les plus suivis en France. Pas pratiqué, suivi. Suivi. Mais il y a une limite. Il y aura toujours une limite et on fera pas regarder du MMA à tout le monde. Mais non. C'est pas plus mal non plus. Chaque sport a ses fans aussi. Et, exactement. Et puis... c'est pas grave en fait. En fait, c'est même pas que c'est pas grave. Non, voilà. De toute façon, c'est un sport pour ceux qui veulent le suivre, tout simplement. Il y a pas mal de gens qui veulent suivre ce sport, mais c'est pas pour tout le monde. On a vu une des premières limites, c'était le combat de BSD à Paris, où tu as plein de gens que j'appellerais du grand public, entre guillemets, qui ne regardent pas du tout de combat, mais qui ont entendu parler de BSD parce qu'il a fait le tour des plateaux télé avant son combat. Et puis, ils ont eu la réalité qui leur a frappé en plein visage, avec BSD défiguré, avec du sang. Et là, tout le monde était, mais c'est quoi ce sport? Donc, c'est là que tu comprends que oui, on a une grosse limite. Et je passe un grand bonjour à mon pote Clément Finot qui est à l'équipe. Et sur certains articles, moi, des fois, je regarde les commentaires. Et vu que c'est l'équipe, c'est plus grand public. Bah là, tu comprends que c'est pas pour tout le monde, tu vois, ce sport. Non, c'est évident. Mais c'est sa nature même. C'est sa nature même qui fait ça. Et déjà, le développement qu'il a eu, on l'a dit ici ces dernières années, il est incroyable. Ouais, c'est clair. Entre le début de cette émission en septembre 2019 et aujourd'hui, c'est plus le même monde. Ouais, voilà. Là, par contre, pour le coup, on a tout dépassé. Ça, c'est clair. On a dépassé tout. Jamais, quand j'ai commencé cette émission, si tu m'avais demandé, jamais j'aurais cru que c'était serait à ce niveau-là en 2025. Et d'ailleurs, dès 2023, 2022, avec Cyril Lefrançois, ça a été d'une vitesse extraordinaire et c'est cool. C'est ce qui nous a permis de vivre cette aventure aussi. Autre question un peu thématique. À partir de quelle époque, les gars, vous avez arrêté d'être des fanboys de l'UFC et du MMA pour devenir des adultes, entre guillemets, analysant les combats de manière professionnelle? Est-ce que vous avez le souvenir d'un combat ou d'un événement qui vous a fait basculer d'un côté à l'autre? Elle n'est pas facile à répondre. Moi, je sais exactement quand, mais c'est pas du MMA. Ouais. C'est du K1, c'est du kickboxing. C'était à l'époque où Boakao, le combattant thaï que tout le monde connaît maintenant, Boakao, combattant légendaire de kickboxing, je précise, de K1, parce que c'est une des légendes du K1, mais en Muay Thai, il y a beaucoup plus de légendes devant lui. Moi, j'avais 19-20 ans, tu vois, quand il cassait tout. Et puis quand il perd en 2005, même s'il se fait voler contre Andy Sauer, je le dis, je le répète. Mais à ce moment-là, je me rends compte que je mets tellement d'énergie là-dedans, et j'ai passé toute ma journée à être dégoûté, mais vraiment, atteint. En plus, je me suis entraîné avec lui et tout, tu vois, donc j'étais atteint moralement, tu vois. Et je me suis dit, ça peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et je regarde beaucoup de combats, j'aime beaucoup d'autres combattants. Et là, je me suis dit, il faut que je prenne un petit peu plus de recul et que j'essaye plus de kiffer le sport, parce qu'Andy Sauer, derrière, c'est un combattant que j'ai appris à kiffer, tu vois. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que j'aime pas ce combattant-là, alors qu'il vient de battre un combattant que je sais à quel point il est fort, même si je pensais que c'était litigieux. Il avait fait au moins un combat très serré. Donc essayer de prendre ce recul. Et voilà. Et puis, on va dire qu'il y a un deuxième effet qui se coule, c'est quand Shogun, il arrive à l'UFC. Voilà, pour moi, au Pride, il est incroyable. Et puis il arrive, et il se fait soumettre par Forrest Griffin. Et là, là c'est compliqué, il faut plus que je sois impliqué. Et voilà, donc je commence à suivre beaucoup plus le sport, à l'analyser, à donner mes impressions sur les forums, pour les plus anciens. Et là, je me dis que si je veux donner des avis éclairés, si je veux donner des avis objectifs, il faut que je prenne du recul et que je sois moins un fan des combattants. J'adore aussi cette question parce que moi, pour ma réponse personnelle, elle va mettre plein de nuances. Parce que contrairement à toi, il y a beaucoup, j'ai très peu pratiqué. Donc j'ai toujours eu, en fait, quand j'ai regardé ces sports, et c'est de ma nature, tu connais, même journalistiquement finalement, et c'est un peu pareil quand je regardais tous les sports, j'ai une nature analytique. J'aime bien essayer de comprendre ce que je vois plutôt que de regarder bêtement un truc. Donc dès jeune, en fait, je me souviens d'essayer de comprendre ce qui se passait. Par contre, le truc fanboy, il disparaîtra jamais. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui est comme ça. Je suis désolé, quand je regarde un combat de Naoya, je suis plus vibré que devant un combat de certains combattants français. Beaucoup plus. Parce que j'ai une attache avec ce mec-là, avec ce boxeur-là qui est plus forte. Donc il disparaîtra jamais. Et en fait, je suis content qu'il disparaisse jamais. Il faut avoir cette analyse, ce côté analytique. En plus, on en a fait nos métiers pour le coup, Baba, donc c'était important. Mais j'aime bien qu'il y ait le côté fanboy encore. Il faut. Il y a parce des mecs. C'est ça la passion aussi. Bah oui, c'est la passion. Et la passion, elle s'attache au game. Il y a des mecs qu'on a plus envie de voir que d'autres. Ta passion, elle s'attache au game, elle s'attache aussi aux joueurs. Et puis voilà, il faut pas tomber. Moi, je pense qu'il faut garder une certaine part d'enfant dans ta manière de regarder ces sports-là avec passion, parce qu'il ne faut pas tomber dans le cynisme, il ne faut pas tomber dans l'ultra-pragmatisme où là, effectivement, il n'y a plus d'émotion dans ce que tu regardes. Tu es un robot, en fait, qui analyse les choses tu es un mathématicien, tu regardes, tu es capable de décrire parfaitement ce qui s'est passé, mais tu ne vas pas vibrer, tu vois. Donc c'est très important de garder ça, et puis tu as raison. Je pense que même si tu arrives à le mettre de côté, il disparaît vraiment. Moi, quand Aldo, il combat, bah ça y est, je suis pas bien, en fait. La semaine d'avant, je suis pas bien. Moi, je dis souvent sur ce qu'on fait, c'est un métier, mais il faut pas que ce soit qu'un métier. Sinon, ta passion, elle retranscrit pas assez, elle est pas assez prête. Tu peux pas dire que c'est un métier passion si tu mets toute la passion de côté. C'est tu vois.
Et t'as que le côté jamais. métier. Ouais. Bah ouais, Donc c'est non, pas possible. très important. Mais ouais, c'est un truc que j'ai toujours balancé entre les deux en fait. C'est difficile. Honnêtement, Donc il n'y a c'est pas difficile. d'événement. Moi, je peux pas pointer un événement. Je pense que la bascule vraiment vers le plus d'analyse, elle est quand même au moment où je réalise, ok, RMC, ils vont vraiment y aller et on va vraiment analyser le MMA chaque semaine dans des émissions. Il faut vraiment, donc là, ok, Ouais, c'est un clair. peu plus en mode sérieux et tout. Mais il y a toujours eu une balance entre les deux. Ouais, qui est- bien qui est sûr, bien sûr. importante. Tu joues avec et c'est pas simple. Les plus gros what if, j'ai adoré cette question aussi, de l'histoire, soit de l'UFC ou du MMA, soit des sports de combat en général. Donc what if, c'est et si, qu'est-ce qui se serait passé ici? Et quand on s'est eu Baba au téléphone hier, je t'ai dit, je veux pas pointer spécifiquement un combattant. Enfin, tu peux d'ailleurs, mais la question, je la laisse la plus large possible. Ça peut être, et si cette organisation avait avait survécu ou avait été plus forte à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as eu? Parce que tu m'as dit hôtel, j'ai tout de suite des trucs en tête. Ouais, bien Pourquoi sûr. t'as pensé en premier? Bien sûr, il y a des combattants. Moi, en tant que fan, encore une fois, qui vient du pied-point, mais c'est un gars que je suis persuadé, il aurait pu être fort en tout, c'est Alexei Ignashov, un combattant exceptionnel qui était trop porté sur la bouteille, malheureusement, et donc qui n'était pas assez sérieux. Mais il y en a plein de gens qui se reconnaîtront, des gars de ma génération. J'ai un gros what if en termes d'organisation, c'est si l'organisation Affliction avait réussi à survivre. C'est une organisation qui avait réussi à faire venir Fedor, notamment aux States. Les premiers événements, c'était beau, il y avait des moyens mis. Ouais. C'est marrant quand il y a eu le GFL qui, logiquement, et comme on l'attendait, s'est écroulé ces derniers jours. T'as vu, il y avait certains qui tentaient des parallèles et je voyais des conversations, les mecs me disaient là, vous n'avez pas conscience. Non, pas du tout. C'était vraiment autre chose. L'Affliction, c'était vraiment C'était sérieux déjà. C'était sérieux, Oui, ils voulaient déjà. surpasser l'UFC et puis ils prenaient des combattants dans leur prime. On ne parlait pas de combattants qui ont dépassé leur prime il y a 20 ans. Donc non, ça n'avait rien à voir. Donc ouais, c'était... et par dire ça, c'était voilà, la survie de l'Affliction, la survie du Pride, en fait, la survie d'un vrai concurrent à l'UFC. Quelque chose qui aurait permis... C'est un voilà. de mes what if, moi, Baba. C'est le Pride, si ça avait été mieux géré aussi. Enfin, je vous laisse aller découvrir toute l'histoire du Pride. On n'est pas là pour vous la refaire. Il faudrait un épisode entier pour le coup. Mais mieux géré, moins nébuleux autour, tout ça. Qui sait si c'est l'UFC toujours le numéro 1? J'en sais rien. Non, c'est pas. C'est le truc du what if d'ailleurs. Moi, j'en ai deux. J'avais pensé tout de suite au Pride aussi, machin. Mais moi, j'en ai un qui est depuis longtemps. Et si, what if, et si le MMA avait été légalisé en France beaucoup plus tôt? Bah, on aura des champions depuis longtemps déjà. On est à peu près d'accord là-dessus. Hein. Ah oui, Ça aurait tellement tout changé. Ça se trouve, ce seraient des mecs beaucoup plus installés dans le paysage médiatique français. Ils auraient beaucoup plus de moyens pour travailler. Ce serait plus professionnel. On l'a dit encore récemment. Bien sûr. C'est encore un milieu jeune et qui doit prendre de la maturité, le MMA en France. Mais c'est fascinant, je me dis, d'imaginer ce qui serait passé si on l'avait légalisé début des années 2000 ou un truc comme ça. Il faut comprendre qu'on avait une génération Est-ce que des mecs auraient basculé? Est-ce que des judokas auraient basculé? Est-ce que des kickboxers, des nakmouais, des mecs qui étaient extrêmement forts, mais si tu leur avais donné les moyens à l'époque, encore une fois, la génération des combattants français des années 90 et des années 2000, c'était une génération de combattants exceptionnels, vraiment. Que ce soit en pied-point, on dominait le monde avec la Hollande et la Thaïlande. Et en MMA, on a eu des combattants qui ont réussi à faire des choses très intéressantes. T'as des noms auxquels tu avec penses? zéro. En pied-point, tu parles? Ouais, qu'aurait pu faire un... Bah, si y a un Jérôme Le Banner qui a toujours voulu transitionner, tu vois, il cherchait à faire de l'anglaise. Moi, j'ai toujours pensé que si le MMA était quelque chose d'important en France, il aurait pu faire quelque chose d'intéressant. Ce qu'il pouvait en faire à l'étranger, il y en a plein qui en ont fait. Mais en effet, si ça avait été plus important ici, avec tu te dis, bah, si je m'installe dans ce sport, je peux aussi devenir une star chez moi, gagner mon argent chez moi, être reconnu à la maison. Ça pouvait changer l'approche de certains. Bien sûr, donc il y a des gens qui auraient fait des carrières différentes, qui auraient eu des carrières intéressantes, et je suis sûr qu'ils auraient pu briller. Donc ouais, et puis aussi on serait beaucoup plus installé aujourd'hui. Bon, on est en train de le faire, donc on verra dans 20 ans et on aura la réponse. Mais ouais, ça aurait été bien sûr intéressant. Et parce qu'il fallait citer un nom, tu vois, quand même, et parce que moi, ça reste le plus grand what if de l'histoire de mon sport d'amour, la boxe, Salvador Sanchez, le Mexicain, qui meurt dans un accident de voiture à 23 ans, quand il est à 44 victoires, une défaite et un nul. Champion doublé Césaring des Feather depuis plus de 2 ans. Il a déjà battu des Gomez, des Laporte, des Lopez. Enfin, il a déjà une carrière de Hall of Famer alors qu'il meurt à 23 ans. Je pense que c'est le plus grand faiseur de l'histoire s'il lui arrive jamais cet accident de voiture. Ça aurait été un combattant top 10 de l'histoire. Et peut-être le plus grand Mexicain de l'histoire aussi. Ouais, c'est un pays de boxe extraordinaire. Salvador Sala Sanchez, c'est quelque chose. Allez revoir, il y a des images, il y a des combats sur Internet, vous pourrez le voir en action. On reste dans la boxe, c'est une question de Mupon que j'ai adorée. Je t'en ai parlé hier soir, elle est tombée hier soir. Que pensez-vous de l'argument selon lequel la progression des boxeurs rendrait inefficients les boxeurs plus anciens dans notre époque aujourd'hui, si on les transvasait chez nous? Et à quelle période dans l'histoire peut-on dater une frontière sur ce point? Moi, je pense qu'on peut pas. Pour répondre à la deuxième question, je vois pas où tu vas mettre la frontière, en fait. On a montré dans notre dernier Fighter Club Legend que tu mets un Sugar Ray Robinson n'importe quand.
il peut battre n'importe qui. Tu le mets en 2025, il peut battre un Terence Crawford. Tu peux le mettre dans une autre époque, ce serait exactement la même chose. Il aurait pu battre un des Four Kings, etc. Donc ça, c'est pour répondre. Mais après, c'est mon avis personnel. Hein. Je peux pas te l'étayer avec des faits. Et pour répondre à la première question, qui est une question super intéressante, et c'est un postulat, moi je trouve, qui est pris beaucoup trop facilement aujourd'hui. On veut croire que les combattants sont plus forts athlétiquement aujourd'hui, donc forcément, comme ils se préparent mieux, ils seraient plus forts. Moi, je crois pas du tout. Je crois pas du tout parce que c'est les arts pugilistiques avant tout. C'est ton cerveau qui te fait gagner les combats, c'est tes aptitudes techniques qui te font gagner les combats. Ensuite, tu as une dimension physique, bien sûr. Mais ouais, tu vas prendre la meilleure période des combattants des années 90, des années 80, des années 70, et puis ils pourront rivaliser avec la meilleure période d'aujourd'hui. Parce qu'en plus, fous les mecs de cette époque-là, mais donc avec les règles de cette époque-là. Ouais. C'est-à-dire pas de reprise de poids pendant tant d'heures. Exactement. On fait la pesée le jour même. 15 reprises. Voilà, 15 reprises et faites-les au poids. Et là, on voit la différence. Ouais. Je pense simplement que c'est les époques. C'est-à-dire que si le talent, l'intelligence du ring de Sugar Ray Robinson, si Sugar Ray avait été boxeur dans les années 80, il aurait été au niveau. Il aurait été toujours. Il aurait été au niveau. Bien sûr. C'est des trucs, pour moi en tout cas, j'en suis persuadé. Ouais, donc il n'y a pas de date à mettre. Chaque époque avait ses qualités, son développement physique, comme tu dis, des techniques bien sûr d'entraînement et de récupération diététique aujourd'hui qui sont tellement plus développées qu'il y a 50 ou 75 ans. Mais je pense que les plus grands, ils s'adapteraient dans chaque époque en fait. Un, ils s'adapteraient, et puis deux, j'ai même envie de te dire que c'est plutôt l'inverse sur certains sujets. Sur certains sujets, on fait tellement de progrès physiologiques et athlétiques dans la préparation qu'on est en train de bouger le curseur un peu trop loin entre la prépa physique, physiologique, athlétique, ce que tu veux, et toute la partie technico-tactique qui, à mon sens, c'est l'essence de la boxe pour moi. C'est l'essence de la boxe. Faut jamais s'éloigner de ça, en fait. Et pour moi, c'est pour ça que ces gars-là auraient pu briller aujourd'hui aussi. On reste dans la boxe, mon baba, c'est des questions qui m'étaient adressées à moi. Pour le coup, le combat de boxe anglaise le plus technique que tu aies vu. Donc moi, j'ai pris la question dans le sens que j'ai vu de mon vivant. Tu vois, en live, pas de trucs que j'ai regardé de l'ancienne époque ou machin. Chocolatito, Estrada, les trois. La trilogie. Ouais, je crois que ça va être difficile de faire mieux. Il y en a d'autres, à citer, mais. Non, là c'est dur. C'est le sommet de la pile. Là, ce que tu mets là en avant, ça va être difficile de faire mieux que ça. Ouais, ça va être très difficile. Moi, j'ai un amour particulier pour Roy Jones. Ouais, c'est difficile. Ouais, c'est parce qu'il faut qu'il y ait les deux. Hein ? Faut qu'il y ait les deux. Ouais, tu vois, il faut vraiment que ce soit. Non, ouais, Jones contre Tony, vraiment, moi, c'est un combat que je porte très haut dans mon estime. C'est un combat qui est important pour moi, de tous les points de vue. Mais il y a technico-tactique, encore une fois, dans ce combat qui est exceptionnel. Mais ouais, quand tu m'as dit là, cette trilogie-là, elle est incroyable. C'est venu tout de suite. Quand j'ai vu la question, donc je me suis dit, réfléchis pas plus, parce que tu vas réfléchir, tu vas te faire des nœuds au cerveau. Le premier qui est venu, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. La deuxième qu'on m'avait posée, c'était les combats qui t'ont fait tomber amoureux de la boxe japonaise. Que tu m'as demandé d'y répondre à celle-là, et t'as raison, c'est cool d'en parler quand même pour la dernière. Déjà, Inoue, c'est clair, je l'ai déjà dit souvent, c'est Omar Narvaez. C'est fin décembre 2014, c'est la première fois que je le vois, et c'est, je pense, une des plus grosses claques de boxe que j'ai pris dans ma vie, parce que je savais qui était Narvaez. Narvaez est devenu battre Rassoum ici. Hein. Voilà, exactement. Qui est un immense champion, qui était, je sais pas s'il était invaincu, mais où il avait peut-être une défaite à ce moment-là. Enfin, il avait un palmarès exceptionnel, et il l'a juste détruit, absolument détruit. Donc c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Et en fait, moi, j'ai pas envie de mettre des combats plus que ça en avant, j'ai envie de mettre 3 mecs en avant. Ok. Naoya Inoue, Kenshiro Teraji, Kosei Tanaka. Voilà, les 3 qui, moi, en commençant bien sûr par Naoya, qui ont fait grandir mon amour de la boxe au Japon. Et chacun des 3, vous avez des pépites dans leur carrière à regarder et qui vous feront comprendre pourquoi cette boxe, elle est différente, elle est à part et pourquoi elle me plaît autant. Et même si tu sors des stars, je sais que je l'ai déjà cité plusieurs fois ici, notamment quand on faisait les Awards l'année dernière, Utsuki contre Yasuda de novembre 2024, un Phoenix Battle anonyme au Korakuen Hall en 4 rounds. Si vous voulez savoir pourquoi j'aime la boxe japonaise, tapez ces 2 noms dans Google ou dans YouTube et vous comprendrez assez vite ce qui fait le charme de la boxe au Japon, c'est évident. Une autre des questions qui a été adressée que à toi, un combat à conseiller pour les gens qui veulent s'intéresser au kickboxing, n'importe quand. Même historiquement. Alors, je vais donner un combat franco-français, les 2 combats entre Samir Mohamed et Kamel Djemel. Les 2 combats sont en entier sur YouTube, c'est en 7 reprises de 2 minutes. C'est 2 combats exceptionnels, vraiment. Sachant que Kamel Djemel vient du Muay Thai en plus, mais il s'est adapté au kickboxing et ils ont fait 2 superbes guerres. Vraiment, les 2 ont été remportés par Samir Mohamed et c'est 2 super combats kicks. Après, je vais pas te conseiller un combat, je vais simplement te demander de regarder le K1 World Max. Tu vas sur YouTube, tu vas sur la chaîne YouTube de Lucas Bourdon, voilà,
qui est mon autre binôme que vous connaissez tous. Tu vas sur Chasse, tu tapes Lucas Bourdon, tu vas regarder par combattant et tu verras que tu vas avoir les combats de Boakao, les combats de Masato, les combats de Giorgio Petrosian, les combats de Tyrone Spong. Voilà, regarde tout. Lucas, il a fait un travail d'historien. Il a fait un travail exceptionnel. Littéralement dans le mot historien. C'est vraiment. Donc, voilà. Commence par Samir Mohamed Kamel Jemel et puis ensuite va regarder tous les combats de ces gars-là. On reste avant d'entamer le plus gros thème, c'est-à-dire un des thèmes dont vous nous avez posé beaucoup de questions sur l'avenir de ces sports, l'état aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans ces sports-là. Donc on va en faire un gros thème de 10 minutes, mais d'abord je te lance. Les dernières questions un peu très rapidement, on répond un peu en mode ping-pong, Baba. Thierry Gendre, on fait un clin d'œil au noyau dur de RMC MMA, qui nous demandait si vous pouviez voyager dans le temps pour revoir un seul combat. Elle est hardcore, celle-là. C'est lequel ? Elle est hardcore, celle-là. Ouais, je passe pas à côté, c'est Rumble in the Jungle. Ouais, probablement. Ouais. C'est Ali Foreman. Il y a trop de choses. C'est aux Zaïre, c'est en Afrique. Mais tu sais très bien. C'est beaucoup de choses pour moi. Le concert avant, le mois où c'est reporté avec la folie, tous les jours. Et puis ça dit quelque chose d'une époque africaine. J'étais avec mon père hier, on parlait de son arrivée en France et de tout ce qu'il faisait en termes d'activisme en Afrique et ce que ça lui a valu, ce que ça nous a valu derrière. Coucou l'État français. Mais en tout cas, ouais, je crois que ce serait celui-ci. Et si c'était pas celui-ci, si je devais donner une réponse différente derby, je dirais Roberto Duran contre Sugar Ray Leonard, le premier. Le 1. Ouais, t'es pas mal quand même. J'accepte. J'accepte largement. Toute discipline, je t'avais dit, mais tu choisis quand même. Ouais, l'anglaise. Non, l'anglaise, c'est l'anglaise. On l'a déjà dit plusieurs fois. Je sais. À tous les sports MMA, l'anglaise, c'est au-dessus. Le petit truc en plus, quand même, qui sort du lot, qui sort de l'ordinaire. Toute période confondue, notre combat de boxe est de pied-point de rêve. On peut mêler toutes les époques. Je te laisse sur le pied-point tout seul, répondre en premier, puis on répond chacun sur la boxe. Pied-point, vous savez, je suis moins spécialiste largement que Baba. Non, tu peux mettre n'importe qui contre n'importe qui. Non, en pied-point, j'aurais voulu 5 reprises vraiment, tous les deux dans leur prime, entre Petrosian et Boakao. Ils ont eu un premier combat, ils ont un combat de 5 rounds en Muay Thai. Petrosian était jeune et avait été prévenu, je crois, 2 semaines avant. On avait toujours voulu voir la revanche, on n'a jamais eu la revanche, et je pense que ça aurait été un des meilleurs combats de kickboxing, donc dans la K1 qu'on aurait pu avoir. Donc spontanément, je vais te répondre celui-là. Ouais. Okay. Et en boxe ? En boxe, écoute, je prends 2 gars de n'importe quelle époque. Je vais te dire, ça va être un combat poids lourd, et ce sera Mohamed Ali contre Alexandre Usyk. Contre Usyk ? Ouais. Dans mes idées, j'avais Mohamed Ali contre Joe Louis. Ouais. Les deux plus grands, tout simplement. Alors tu me connais, j'ai été plus dans des catégories un peu plus petites, un peu des choses. Donnez-moi Naoya Inoue contre Fighting Harada, la plus grande légende japonaise en bantamweight à 118. Incroyable. Au Tokyo Dome. Ouais, au Dome. La folie. Tu fais un combat de fou, ouais. La folie absolue. De toute façon, Inoue, tu pouvais me le mettre, j'ai noté Eder Joffrey, Ruben Olivares, contre les plus grands poids bantam de l'histoire, parce que je reste persuadé que le 118 c'est le meilleur poids de Naoya, c'est là où il était le plus fort. Et n'importe qui de ces combinaisons-là, ça m'irait bien. Les 2 Sugar Ray en poids welter, Sugar Ray Robinson contre Sugar Ray Leonard. Forcément, ça aurait été fou. Avec la mystique des 2 noms, c'est quand même joli. Je le disais tout à l'heure, mais Salvador Sanchez contre Willie Pep en featherweight tous les jours. Et un plus récent, mais je pense que tu vas adorer, Baba. Holyfield Usyk en cruiserweight. Ouais. C'était mon autre choix avec Usyk. Okay. Je crois que Usyk est impliqué dans tous mes choix. Si tu me demandes époque contre époque, clairement. Usyk, il a battu les gars de sa génération et ça m'a intéressé de le voir contre d'autres poids lourds dans l'histoire. Mais en lourd léger, on est sur une confrontation all-time. Ouais. Clairement, il n'y a pas beaucoup de combats que tu peux faire qui auraient été mieux que ça. Dans ces petites questions rapides, il y en a un qui m'a demandé, Baba, est-ce que Herbie peut nous expliquer pourquoi les adversaires de José Aldo étaient meilleurs que ceux de John Jones ? Parce qu'ils étaient meilleurs. Je vais pas perdre beaucoup plus de temps parce que techniquement ils étaient bien au-dessus d'eux. En fait. Ouais, voilà. Ça veut pas dire qu'ils étaient plus stars. C'était même le contraire, mais techniquement ils sont juste meilleurs qu'eux. On pense tous les deux qu'ils avaient un plus gros bagage en tant que combattants. Que c'est plus compliqué de trouver la clé contre ce genre d'adversaire que contre ceux qu'on a. Mais je vais quand même ajouter pour une bonne fois pour toutes. Parce oui, que on aime John Jones, les gars. On aime ce qu'il fait. Il a eu un run de malade mental. Ouais. Il est arrivé. Moi, je l'ai vécu son run. Contrairement à beaucoup de gens, je l'ai vécu son run. Il est arrivé. Tu sais que j'ai rajouté cette question-là pour qu'on puisse faire une minute aussi à remettre les points sur les i là-dessus. Exceptionnel, qui a battu des combattants exceptionnels, même si pour certains ils n'étaient plus dans leur prime, mais il a un run, un des plus grands runs, si ce n'est le plus grand run de l'histoire, je le redis. Tout à fait, et c'est un gimmick, je l'ai même mis dans mon intro pour ma dernière, c'est un gimmick entre nous, mais bien sûr qu'on apprécie tout ce qu'a apporté John Jones. Et je pense que c'est le meilleur combattant de MMA qui a existé. Maintenant, je le dis toujours, meilleur, c'est pas plus grand. Non, exactement, et dans la cage, on apprécie absolument tout ce qu'il a apporté. Dès qu'on sort de la porte de la cage, c'est un poil différent, mais bon, voilà, on y reviendra. Et la dernière question un peu fun,
Elle est très tirée par les cheveux, mais étant donné notre émission et tout ce qu'on couvre, boxe comme MMA, j'aimais bien cette question-là. Si on devait vraiment, vous êtes forcé d'organiser un combat entre un combattant de MMA et un combattant de boxe. Premier round boxe, deuxième round MMA, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est qui les deux que vous prenez pour votre combat de rêve? N'importe quand. Alors je pense que c'était ouvert n'importe quand. Moi je l'ai fait sur aujourd'hui, mais je pense que ça peut être ouvert n'importe quand. Si t'as une idée n'importe quand, donne-la. N'importe quand, là, ouais, ça peut être fun, mais c'est compliqué là cette affaire. On délire là, sachez-le. Ouais, ça veut pas dire qu'on a envie de ces combats-là. Je suis pas hyper fan des crossovers. Non, nous non plus, vous le savez, mais je me plie à l'exercice. Je me suis dit autant s'améuser un peu avec celle-là. Non, je me plie à l'exercice parce que c'est fun et tout, et que ce serait marrant à regarder, mais dans ce cas-là, mais ils n'existeraient pas vraiment. Mais on va dire que je prendrais un prime José Aldo, vraiment prime, dans son prime, donc le plus fort, fin WEC et début de l'UFC, et contre un 63-5 qui était plus ou un 60 ou un welter. Ouais, je vais dire, il se ferait foudroyer, hein, mais Aldo Pacquiao, vas-y, pour le délire. Vas-y, let's go. Alors moi j'ai pris Terence Crawford, parce que déjà pour sa qualité de boxe, mais on sait le background de lutte. Et même familial. La lutte, c'est dans la famille Crawford, c'est le vrai sport, c'est la lutte. C'est vrai. C'est pas la boxe, leur sport de base. Et les images que tu vois, on n'est pas au niveau des mecs de MMA, mais il y a des bases. Il y a des petites bases. Et puis même, j'en parlais moi récemment sur les réseaux, à ce moment-là, on prend Ilia Topuria. Puisqu'il dit qu'en 6 mois de préparation, en boxe pure, il battrait n'importe quel boxeur. Si j'avais ce cross à faire, je mettrais les deux et puis on aurait quelques réponses, on verrait. Si Crawford n'est pas meilleur finalement en lutte par rapport à Topuria que l'inverse, j'en sais rien, je le fais comme ça. C'est pas. Ce que je sais, c'est que le round de boxe, il durait pas très longtemps. Non, voilà, ça m'a fait un peu marrer, donc on laissait sur ça ouvert. Et le combat qui nous a le plus marqué all time, ça peut être boxe ou MMA ou les deux. Mais marqué, pas forcément le plus grand de l'histoire, mais celui qui t'a le plus marqué. Et après, on passe à notre dernier thème. Je peux pas ne pas dire Ali Foreman. Il est à la base de trop de choses pour moi. Ok. Je peux pas ne pas citer ce combat-là. Moi, en perso, en boxe, j'ai mis Inoue Narvaez parce qu'il m'a beaucoup marqué sur la façon dont je consomme la boxe depuis, avec un regard beaucoup plus tourné sur le Japon. Et en MMA, en fait, tu vas voir comment j'ai pris cette question-là. Je l'ai pas pris plutôt sur le truc. C'est Conor Aldo. Ouais. Alors par contre, oui. Pour plein de raisons. Alors, en MMA, c'est très clairement et de très loin Conor Aldo. Parce que je m'attendais pas à ça. Parce que j'étais là, il y avait un côté fanboy qui disait je veux qu'Aldo mette fin à ce gars-là. Mais j'étais plus qu'impliqué, moi. Ce truc. Et puis merde, ce qu'il fait. Et puis derrière, t'as un charivari d'émotions parce que tu dis il vient de faire ça. Mais en fait, ce qu'il vient de faire, il va devenir une superstar. Ce mec-là va devenir. Tu sais qu'on est en train. C'est un moment clé du MMA qui se passe. C'est un moment historique, on l'a vécu. Exactement. Et je me souviens très bien devant l'écran de me dire on va passer dans une autre dimension. On a trouvé un mec qui va nous faire bouger ça de façon extraordinaire. Donc, clairement. Conor Aldo, c'est très non, il m'a marqué de loin parce que quand on parle de marquer, ça peut être positivement et négativement. Je suis passé par les deux émotions. Je suis resté choqué, je suis resté dégoûté au début parce que je voulais vraiment qu'il lui ferme sa bouche. Et puis après, je suis passé vite dans le respect en mode ok, il a combat. Moi, je sais la valeur de José Aldo, qu'il le mette KO comme ça. Respect à ce gars-là. Bon, derrière, il m'a fait perdre pas mal de respect. Mais en tout cas, à ce moment-là, je me dis ok, superstar, énorme respect parce que waouh. Complètement. Donc on est d'accord sur celui-là. Et on entame ce gros thème là, on va prendre une petite dizaine de minutes Baba là-dessus. Ça démarre d'une question qui nous demandait comment imaginez-vous le MMA et la boxe dans 15 ans. Et là je te fais d'abord tout le contexte de tout ça et puis ensuite on se lance dedans. Il y en a qui nous demandaient aussi est-ce que vous pensez que la boxe peut dépasser le MMA? Ce qui nous a fait sourire Baba parce que ça veut dire que c'est des auditeurs jeunes puisque la boxe était bien plus puissante que le MMA pendant très longtemps. Là ça veut dire que c'est des gens qui sont dans le moderne et qui depuis qu'ils sont nés en fait voient la boxe comme le truc un peu secondaire derrière le MMA. Mais c'est marrant de voir cette vision là. Et en gros, ça a ouvert sur beaucoup de choses. Il y en a un qui nous demandait si vous êtes PDG de l'UFC, qu'est-ce que vous faites pour changer, ramener un peu plus de hype? Si vous êtes PDG du PFL, qu'est-ce que vous faites pour concurrencer enfin l'UFC? Donc je lance ce grand débat Baba. Qu'est-ce que ça devient dans 15 ans et qu'est-ce que nous, on changerait? On nous a demandé aussi ce qu'on changerait dans les règles du MMA, par exemple, pour faire évoluer encore le sport. Comment on voit l'avenir et qu'est-ce qu'on changerait, Baba? C'est le gros résumé de ce thème. Toi, et je démarre après. L'avenir, c'est l'évolution, évidemment, positive. Ça va continuer à grandir, évidemment. Dans l'avenir, moi, je vois de plus en plus d'investisseurs rentrer dans ce game-là. Donc, je vois pas le monopsone de l'UFC continue encore aussi longtemps que ça. Je pense qu'on a passé le prime de ce monopsone de l'UFC, justement, tu vois. Et qu'à partir des années qu'on est en train de vivre,
ils vont petit à petit, même si ça prendra un certain temps, petit à petit ils perdront la main. Petit à petit, on commence à le voir. Je vois des débats qui sont lancés d'ailleurs sur les réseaux sociaux et les gars ont raison. Je vois plein de pages françaises qui lancent ce genre de débat-là. Est-ce qu'on est dans un creux de la vague, etc. On est dans un creux, ça remonte, ça redescend, mais je crois qu'on amorce un déclin qui va durer plusieurs années. Attention, c'est pas un déclin qui va durer 2 ans, c'est un déclin qui va durer au moins 10 ans, mais on l'a amorcé et puis derrière on aura d'autres players. Donc c'est comme ça que je le vois. Si j'étais président de l'UFC, Alex, déjà beaucoup plus de spectacles. Je redonne l'identité aux combattants, qu'on leur laisse avoir leur identité, qu'on leur laisse porter leurs vêtements, leurs shorts, leurs sponsors, qu'on les laisse faire des entrées de feu, voilà, donc qu'on revienne à l'essence de ce qu'était le MMA. Et pour l'évolution sportive, je remets les règles, pour moi les règles unifiées, les soccer kicks, c'est tout ce qui va avec. Les règles du Pride. Exactement. On repart aux règles Et il n'y a rien que tu fais évoluer dans ces règles-là. On nous a proposé, dans les questions qu'on nous a posées, des rounds de 10 minutes, comme il y avait au Pride. Ah, 10 minutes, 5 et 5. On nous l'a proposé, d'ailleurs pas au premier comme c'était au Pride, mais au 5e. Parce que j'aimais bien la petite. C'est pas mal. Ça reviendrait à l'essence du MMA. Maintenant, honnêtement, je crois que le format en 3x5 c'est un des meilleurs qui existe en toute franchise. J'aimais beaucoup le 10 puis un round de 10 minutes puis 5 et 5. Mais je comprends que beaucoup de gens étaient un peu refroidis par le premier round de 10 minutes. Si tu as 2 grappleurs par exemple, ça peut être d'accord. Franchement, je trouve que le format est bon maintenant, aujourd'hui, moi, personnellement. 3x5, 5x5 pour les titres, je trouve ça pas mal. Par contre, il faudrait plus de main event en 5 rounds, mais ils le font de plus en plus. Ouais, quand même. Sur ça, et de co-main, au passage, et pas spécialement pour une ceinture, parce qu'il y a des combats qui méritent 5 reprises. Donc sur ça, je vais pas dire que je suis comblé, mais pas loin. Est-ce que tu jugerais un combat qui va à la décision sur son entièreté, comme au Pride? Absolument, et comme le fait le One. Complètement. Moi, c'est un truc que je changerais beaucoup. Je mettrais aussi le live scoring dans les rounds. C'est ce que fait le One. Je suis moins fan du live scoring. En fait, si on reste sur ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire si on juge round par round, je laisse le live scoring. Ok, on est d'accord. Si on juge l'entièreté du combat, bien sûr, je mets pas le live scoring. Par contre, ça, oui. Alors, je l'ai pas dit, mais t'as raison, c'est l'évolution. Le One le fait. On commente tous les combats de MMA au One sont jugés dans leur entièreté, et donc ça, c'est super intéressant parce que l'efficacité est largement prise en compte. Si tu es plus efficace dans la dernière reprise que ne l'a été ton gars qui t'a contrôlé sans rien faire pendant les 4 premières, tu peux gagner le combat. Et ça, c'est l'essence du MMA, encore une fois. C'est l'efficacité. Donc oui, clairement, ouais. Et ça nous évite des débats où tu as un débat juste parce que oui, mais lui, dans le 4e, il a un takedown de plus, il a rien fait avec, tu vois. Tu juges sur l'entièreté du combat. Tu sais, on l'avait dit sur Fury et Ngannou. Fury a gagné le combat de boxe. Ngannou a gagné le combat. Exact. C'est des trucs un peu plus global. Moi, perso, je pense, sur l'évolution du MMA, je pense que ça peut évoluer. Je suis pas sûr que l'UFC perde son monopole à ce point-là. S'ils continuent comme ils sont aujourd'hui, oui. Ça va mettre du temps. Donc tu les vois faire quelque chose, toi, pour changer ça. Moi, je vois qu'à un moment, un mec, pas forcément d'ailleurs les gens dont on parle, les Dana White, les gens qu'on connaît aujourd'hui, les Hunter Campbell et les machins, je pense que ce sera au-dessus d'eux. Soit au groupe TKO, soit des gens qui viendront investir d'ici là ou machin. Et qu'un jour, on va leur dire, si vous vous réveillez pas, votre business model marche, mais il y a un moment où il peut s'écrouler. J'ai l'impression qu'ils vont réussir à trouver la solution et qu'ils ont tellement d'avance que ce sera dur pour la concurrence de faire quelque chose. Par contre, si je suis puisque c'était une des questions qu'on nous a posées, si je suis le PDG du PFL pendant une journée, tu sais c'est quoi le seul truc que je fais? Je prends le meilleur avocat de la planète et j'essaye de faire enlever les contrats de l'UFC. Ce qui était un peu dans l'action collective qu'il y a eu à Las Vegas l'année dernière. Je fais tout en mon pouvoir pour que toutes les clauses qu'il y a dans ces contrats et le fait qu'ils maintiennent les athlètes aussi longtemps, que ça disparaisse le plus vite. Ensuite, on peut peut-être discuter. Si on n'est plus que sur des contrats très limités de 2 ans ou des trucs où ils sont pas liés comme ça, il y a peut-être d'autres choses à faire. Mais c'est la base. Je change le modèle de comment a été construit ce sport, en fait. Absolument. En fait, il faut changer les règles du jeu. Pour les concurrents, il faut changer les règles du jeu. Aujourd'hui, c'est un jeu qui on pouvait pas faire une dernière émission sans citer The Wire, évidemment. Et aujourd'hui, comme le disait la juge Daniels, c'est un jeu truqué. Et tu peux pas, si tu perds, tu peux pas perdre si tu joues pas. Si tu joues pas, Et là, tous ceux qui jouent à ce jeu de concurrencer l'UFC, ils peuvent que perdre aujourd'hui. On n'a pas le temps, mais on nous a demandé nos 3 séries préférées. En tout cas, sachez que la numéro 1 pour nous deux, je crois qu'on la connaît. The Wire. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Et si je suis PDG de l'UFC, là, let's go, Baba. Plus d'Apex. Si, c'est votre somme d'entraînement, l'UFC Apex. Terminé. Il y a 2 matchmakers pour tout l'UFC. Je crois qu'ils sont 700 combattants aujourd'hui à l'UFC. C'est strictement humainement impossible de faire ça. Et puis c'est un emploi fictif. C'est impossible. Un matchmaker par catégorie. On connaît à chaque fois le matchmaker. Il vient s'expliquer en conférence de presse. Il nous donne tout ce qui est en train de se passer. Il nous explique comment chaque catégorie est construite, qui va affronter qui, qu'est-ce qu'on essaye de faire derrière. Ça, pour moi, c'est
évident. Nettement moins de mecs dans le roster. Je crois que je coupe en deux. Je crois que je divise en deux le nombre de mecs dans le roster, voire plus. Et le nombre d'events mécaniquement. Que ça redevienne un truc éclatant d'être à l'UFC. Que ce soit le sommet. On dit souvent c'est la Ligue des Champions du MMA. Les mecs, ils galèrent parfois à jouer la Ligue des Champions. Donc, il faut supprimer le Dana White Contender Series. Oui, complètement. complètement. Ça, faut pas faire devient... un Alex Herbinet Contender Series. Donc, en plus de tous ces matchmakers, je te recrute plein de scouts. Je veux que les scouts, ils aillent me chercher. Que ce soit plus la facilité de prendre le moindre mec qui vient de l'AFA qui a gagné un combat au Contender Series. Je veux que les mecs soient sur les combats de Baki, de Parnasse, de toutes les pépites qu'on a et que quand ils viennent ramener un mec, il y ait ce prestige d'être à l'UFC et tu dis parce que lui, il mérite avec son talent d'être face aux plus grands de la planète. Bien sûr que j'augmente les contrats, mais bon, ça, on verra si les actionnaires sont d'accord avec moi. C'est pas si sûr que ça. Dans les pay-per-view, je mets que des combattants qui sont classés dans le top 10 ou le top 15. C'est le maximum. Si t'es pas dans le top 15, tu participes pas à mes pay-per-view. Et donc, mécaniquement, beaucoup moins d'events, bien entendu. Ouais, et je rajouterais juste. Beaucoup moins d'événements pour que ça devienne une rareté. Ouais, bah oui, il faut que ce soit. Faut retourner à cette chose-là. Et puis, moi, je rajouterais le retour des tournois. Eh ben, c'est le dernier point que je voulais ouvrir, donc c'est pas mal. Pour le nombre d'events, sachez, puisque c'est intéressant, ce week-end, quand même, Dana White a expliqué mardi, demain, c'est la fin de la période de négociation exclusive pour le renouvellement du contrat avec ESPN. À partir de demain, tout le monde peuvent venir discuter avec l'UFC pour les États-Unis. Il a parlé de moins d'events selon ce que voudrait le nouveau diffuseur, parce que c'est ESPN qui avait imposé les 42 par an en 2018. Et de sortir même du modèle pay-per-view. Tu sors de sa conf, tu sais que ça va être Netflix. Hein, oui, bah oui. Sauf retournement de situation. Je vois vraiment pas comment c'est pas Netflix qui gagne. On sort du truc du pay-per-view, on n'impose plus un nombre de trucs. Voilà, moins d'événements. À mon avis, on part vers là. Mais il peut y avoir une évolution un peu. Donc tu vois, c'est aussi ce week-end, c'est quoi ça on revient à ce que je disais tout à l'heure. Je me suis dit, peut-être qu'il y a des mecs au-dessus qui commencent à lui dire il faut peut-être changer des choses dans le modèle. Et de toute façon, là, en termes de négo, c'est pas Dana White, c'est Harry Emanuel qui est aux commandes très clairement. Et on sait que ce gars-là, il a une manière très particulière de mener son business. C'est quelqu'un qui va chercher la pluralité dans la négociation avant d'aller voir un player en lui disant voilà les offres sur la table, je te donne l'exclu pour tant. Et en règle générale, ce player-là dit ok, on y va. Donc voilà, je vois très bien Netflix tout récupérer et selon les conditions qui seront entendues. Et si je veux respecter mon public mondial, j'arrête aussi des pay-per-view en Angleterre à 4h du matin. Ah bah oui, non, mais parce que ce manque de respect est juste incroyable. Je sais que c'est une organisation américano-brésilienne à la base, que ça l'est toujours. mais ouais, il y a un moment, vu le nombre de fans que tu as dans le monde aujourd'hui, c'est vraiment ridicule. Et le dernier point sur ce thème global, Baba, mais tu l'as évoqué. On nous a demandé, et c'était super intéressant, est-ce qu'on serait pour de retour au format old school du tournoi, comme dans les premiers UFC? Et au-delà de ça, est-ce que c'est faisable dans le monde moderne? Bien sûr, c'est l'essence du combat. Le K1, le MMA, si vous regardez ça aujourd'hui, ils se sont construits en proposant des tournois. Ils le faisaient sans problème. Le Pride proposait des tournois toute l'année et on avait le vainqueur du tournoi qui combattait dans un main event 2 mois plus tard. Ça peut rejoindre même la question de tout à l'heure sur est-ce que les combattants d'avant pourraient s'adapter aux évolutions technologiques d'aujourd'hui parce que les combattants sont mieux préparés. Bon, on a la preuve que ces combattants-là étaient aussi bien préparés puisqu'ils arrivaient à faire des trucs de ouf comme ça. Donc vraiment non, les tournois sont faisables. Moi, c'est quelque chose qui me manque. C'est tout à fait adaptable à ce qu'on fait aujourd'hui, largement. Surtout que tu as des événements tout le week-end, donc pourquoi pas faire des tournois en fin de compte. Et voilà, donc ouais, non, ma réponse est claire. Il n'y aurait pas de problème particulier avec les combats. Bien sûr que c'est dur de combattre dans un tournoi. Bien sûr, je l'ai vécu vraiment de très près. C'est difficile, mais encore une fois, c'est l'essence de ce game. Tu fais des tournois avec la ceinture en jeu? Ou tu mets des tournois, c'est plus des tournois, genre, on va prendre l'exemple de l'UFC, un tournoi pour désigner par exemple un challenger, entre 4 mecs le même soir. Moi je pense qu'il faut pas s'interdire de faire les deux. Tu vas avoir des catégories des fois, vu que par exemple Topuria il est parti là d'une catégorie. Un tournoi ça aurait été génial. Pour la ceinture vacante, ça aurait été topissime. Tu vois, ils l'ont fait, ils l'ont fait pour couronner le premier flyweight. Avec Demetrius Johnson, etc., Ian McCall et compagnie. Donc c'est quelque chose qui est faisable, ils l'ont déjà fait. Dans un cas comme ça s'impose de lui-même. Et puis tu as d'autres catégories où tu as un champion qui est très établi, qui est à la recherche de son contender. Venez, on fait un tournoi. Et un tournoi la même soir, comme il faisait au début. Ah, mais je parle que de ça, moi. Ah, donc tu pas parce que je pensais que tu t'évoquais les deux, en fait. On peut. Ou des tournois sur la longueur. Dates, oui, comme le faisait le Pride, évidemment, il n'y a pas de problème. Comme le fait aujourd'hui le PFL, par exemple. le Bellator, les mais choses comme ça. Le tournoi. Non, mais parce que voilà, c'est pour ça que je mettais ma nuance. Moi, je le veux le même soir. Le tournoi à 8 dans un soir, moi, je suis désolé, mesdames et messieurs, mais c'est l'essence même du combat depuis les années 90. C'est comme ça que ça marche. Quitte à adapter tes règles, je sais pas, tu vois, faire peut-être un combat un peu moins long, juger sur l'entièreté, je sais pas, tu vois. Oui, tu faisais par exemple le Pride faisait 2 rounds pour les tournois quand c'était le même soir qu'ils combattaient, etc. On fait 2 rounds de 5. 3 reprises, tu peux tout faire, faut rien s'interdire en fait. On fait 2 rounds de 5 et on juge sur l'entièreté du combat. Comme ça, tu vois, moins de...
voilà, tu prends moins physiquement pour tes premiers tours, et puis t'as pas le truc du jugement au round par round qui fait que sur 2 rounds, on peut avoir des égalités. T'as 2 rounds, ça jugeait sur l'entièreté. Moi, je suis chaud bouillant. Bien sûr. Moi, j'espère j'espère si là, vraiment. 314, il y avait les 4 mecs là. Allez, tu nous aurais rajouté qui ? Il y avait Evloef, c'est sûr. Ouais. Je sais pas qu'ils auraient mis en 4ème chez Feather, j'ai pas le classement en tête là. Ouais, moi non plus, mais bon, il y a plein de possibilités, tu vois. Il y a plein de possibilités. En tout début de soirée. En plus, ces trucs deviennent un événement. On a vu, et big up à Nora qui nous a fait une super victoire pendant les prélims. Donc ce week-end à Miami, 3e victoire à l'UFC, elle a re-signé un nouveau contrat. C'est plein de force à Nora, on sait comment on l'apprécie. Et toi et moi ici au Fighter c'est Club. clair. Non, vraiment, ça fait plaisir. Elle vraiment continue plaisir son beau qu'elle ait gagné. parcours Vraiment. et elle s'installe dans ce top 15 des moins de 61 kilos. Elle a ouvert les préliminaires. Il n'y avait personne dans la salle. Ouais. Je pense qu'à part si tu es fan furieux de MMA ou là, de MMA français, c'est pas le monde entier et les fans de l'UFC dans le monde entier, il n'y en avait pas non plus des masses qui devaient être devant ce premier combat. Oui. Si l'ouverture, c'est la demi-finale du tournoi. Ah bah t'es obligé. Si c'est Lopez Volkanovski ou Lopez Evloef et le vainqueur, il revient 5 heures plus tard ou en finale, les gars. Mais l'événement, c'est le feu dès la première minute, en fait. Bien sûr, c'est la recette qui a fonctionné. C'était la recette gagnante qui faisait qu'on avait 40 000 personnes dans les stadiums au Japon. C'est ça qui a fonctionné de base. Ça me paraît tellement évident pour relancer un truc. Et en plus, ce serait tellement un... Wow, le jour où ils annonceraient ça, on serait tellement comme des fous, Baba. Pendant toute la journée, on s'échangerait des messages, des trucs, et qui va le faire. Il se passe tellement de choses, tu relances l'intérêt des combats, ça équilibre les forces. Enfin, voilà, le tournoi, c'est la légende des arts martiaux, encore une fois. Moi, c'est ce qui m'a mis dedans, fin des années 90, quand je commence vraiment à regarder le K1, c'est parce que c'est des tournois, tu kiffes, tu sais que dans une soirée, ça va être réglé. Tu commences ta soirée, à la fin de la soirée, tu sais c'est qui le meilleur. Alors après, ça peut être injuste, parce qu'il faut tomber sur le bon quart de finale, il faut tomber sur le bon côté du bracket, comme on dit. Il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte, mais de toute façon, tu retentes ta chance l'année prochaine. Ce qui faisait les beaux jours du K1 et du K1 World Max, c'est que tu avais les tournois qualificatifs, tu avais un Final 16, donc tu avais les 32 combattants qui venaient, et puis ensuite tu t'éliminais, tu avais le Final 8 à la fin, que ce soit chez les lourds ou chez les légers, tu avais un champion de ce tournoi-là, et puis il remet son titre en jeu l'année prochaine, et ça va être génial, tu vois, parce que pendant toute l'année, il y aura d'autres événements satellites, tu vois, des mecs qui vont émerger, et puis tu reviens, et puis tu vas avoir la vérité sur ce tournoi-là à la fin. Donc, et puis ensuite, tu peux, comme ils le faisaient eux, tu le fais à l'automne pour avoir ensuite un événement de fin d'année, parce que ça aussi, ça manque terriblement, ces événements du 31 décembre. Le Japon, pour le coup, spécialiste de ça. Avec le champion qui revient en showcase, mais qui est en danger parce qu'il peut affronter un mec qui peut le battre, alors qu'il vient de tout gagner, celui-là, tu vois. Donc, t'as même des spécialistes là-bas, quand même. Kazuto Yoka, je crois qu'il a combattu 12 ou 13 fois le 31 décembre, le boxeur. C'est une tradition absolue et que j'adore, moi, perso. Donc, c'est des choses qui nous ont fait vibrer, nous, en tant que fans. Je voudrais vraiment que les fans plus jeunes expériencent des choses comme ça, parce que vraiment, nous, c'était le top. Et puis surtout, je voudrais l'expériencer avec les moyens numériques qu'on a aujourd'hui. Oui, les moyens numériques, même trop bien. Même les moyens de préparation. Tu sais, tout à l'heure, on disait, les athlètes, ils peuvent mieux se préparer. Bah justement. Ah bah oui. Justement, puisqu'ils sont mieux préparés. Montrez-nous. Et vous savez, comme des fois, on met des freins sur des fois ce que font l'UFC ou ce qu'on peut voir. Tu m'annonces ça, Baba. L'excitation du fan, elle va repartir très fort. Ça repart elle va à fond. repartir très fort. Ça repart à fond. Donc ouais, non, j'espère que c'est quelque chose qui sera fait. Ouais, donc écoute, on est bien d'accord sur tout ça tous les deux. Et on n'a pas répondu à la première partie de ce grand thème. Ouais. On a dit comment on voyait le MMA. Comment on voit la boxe dans 15 ans, Baba? Moi, la boxe, ça fait. J'ai 41 ans, Alex. Ça fait, je sais pas moi, 25 ans qu'on m'explique que c'est un sport qui est mort. C'est la plus longue mort que j'ai jamais vue, moi. C'est un sport qui n'est pas mort, qui sera pas mort dans 20 ans, tout simplement. Il sera toujours là. Ouais, là, il agonise longtemps, là, le sport. Bah oui, c'est un sport qui sera toujours là. On a un player qui dérègle tout aujourd'hui. On l'a suffisamment expliqué, on continuera de l'expliquer. Donc, on est dans une période un peu bizarre. On va voir comment ça évolue, tout ça. Ce qui va être intéressant d'observer, c'est qu'une fois que cette période-là sera terminée, parce qu'elle va se terminer à un moment, qu'est-ce qui va se passer pour la boxe? On aura un sport différent probablement, mais qui sera toujours là. À quel point ils ont brûlé le truc aussi. Voilà. Et ils laissent un désert ou pas derrière. En fait, on verra. Moi, ma réponse, j'avais adoré cette question-là aussi, parce qu'elle fait, c'est l'essence du fighter. Ouais. On fait du jus de crâne sur le combat. Elle sera toujours là. La boxe est éternelle. La boxe a plus de 150 ans et encore, je suis gentil. On repart sur le bar knuckle et les choses. Je suis très gentil. Elle sera toujours là. Est-ce qu'elle sera là dans la forme dont on la connaît aujourd'hui? J'en sais rien. On verra. Ma réponse, c'est j'en sais rien. Parce qu'en effet, ils sont en train de faire des trucs et on vous l'a expliqué dans long en large dans des épisodes sur l'Arabie Saoudite, sur le Aliak, TKO, l'entrée de TKO dans la boxe. D'ailleurs,
tout ce qu'on vous avait annoncé, ça est en train de se faire. Bah ouais. Ils ont officiellement demandé l'arrêt du Ali Act. On Voilà. avait été devin, enfin pas devin d'ailleurs, c'était assez simple. Ouais, c'était assez simple comprendre à si tu suivais le comprendre. truc, Et puis la ouais. réponse de Dana White en conférence de presse, elle veut tout dire. Voilà. En mettant de côté, en rigolant, bah, on sait où l'on est. Le sourire quand je l'ai vu répondre comme ça, merci monsieur Dana, Voilà. bien sûr. Et puis personne qui relance dans la salle, parce que de toute façon tu relances, tu te fais enlever. Non, ton ouais, accrédit. voilà, ils étaient pas trop chauds. Ouais. Donc est-ce qu'elle sera très différente? Moi je pense qu'elle peut être très 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 différente Il y a dans son organisation. il y a de fortes chances, soyons Parce honnêtes. qu'ils sont capables en fait de tout changer là. Avec les moyens qu'ils ont, la volonté qu'ils ont, il y a moyen de faire des choses très différentes. Est-ce qu'on aura une boxe plus proche finalement du MMA qu'on connaît aujourd'hui dans son organisation en tout cas peut-être? Est-ce que ça aura plus rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, que les ceintures alphabet des 4 fédés elles existeront même plus, que ce sera des Tout ça, s'ils take over comme on pense qu'ils vont take over ces gens-là, est-ce qu'ils vont pas changer le format? Oui, est-ce qu'on sera toujours sur 12 rounds de 3? Est-ce qu'ils voudront des formats plus courts parce que plus spectaculaires? Parce que c'est vrai que si t'es pas fan de boxe, bah des fois c'est long en fait, 12 rounds de 3 minutes. Est-ce que je vois pas pourquoi ce serait pas envisageable que ces mecs-là décident de faire que des 5x3 et que tout le monde soit content en fait. En tout cas, tu vois, je pense que c'est beaucoup plus flou où en sera la boxe dans 15 ans que où en sera le MMA dans 15 ans. Ouais, complètement. Il y a beaucoup plus de champs des possibles. Complètement. Ouais, le MMA c'est assez linéaire. La boxe, ouais, c'est particulier. Et puis encore une fois, faut sortir. Faut attendre. Je suis pas pressé de sortir de cette période-là. C'est juste que je sais que c'est éphémère. Oui, ça ira un jour ou l'autre, ça sortira. Il faudra voir ce qui se passera. Tu sais, on l'avait fait de Turquie, je t'avais dit, je pense que tu l'avais passé sur les réseaux. Le 1er avril, via The Ring, donc qui appartient aujourd'hui à Turquie Al-Alchik, il a fait un poisson d'avril où il disait Turquie Al-Alchik se retire de toutes les activités de la boxe. Et moi, j'avais tweeté poisson d'avril aujourd'hui, mort de la boxe demain, point d'interrogation. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, ce sera pas mort, parce que je dis, ce sport survivra. Il est trop éternel. Ouais, mais mort de la boxe dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Une fois que de la façon dont il est fait aujourd'hui. Tu peux pas arriver dans un endroit, changer tous les meubles de place, on changeait même complètement, changer la télé, changer les chaises, etc. Et tu ressors de la pièce en disant c'est bon, je vous laisse le sport comme il était avant. Je te laisse la maison comme elle était avant. Non, il a tout changé. Et il est en train de tout changer. Il a racheté un sport, on l'a déjà dit. Il va continuer de tout changer et derrière, ce sera complètement différent. Donc mort, non, mais ce sera autre chose. Vous nous connaissez, en tout cas, vous savez qu'avec Baba, on sera là pour défendre ce sport. Bien sûr. Ça, ad vitam Bien aeternam, c'est évident. J'en avais des deux dernières avant de passer aussi plus à des remerciements pour cette fin d'émission. Mais celle-là, elle est pour toi. On repasse aux questions un peu plus brutes, rapidos. Est-ce que le One, que tu commandes tous les vendredis, notamment sur AMC Sport et certaines nuits aussi, et il peut devenir aussi gros que l'UFC? Ça va être difficile. Ça va être très difficile, sans rentrer dans tous les détails. Le business model, ils ont un patron qui s'appelle Chatry. Voilà. Le business model mis en place par Chatry, c'est très simple. Hein. C'est un call aux investisseurs tous les 2 ans à peu près. Tu as des investisseurs qui ont visiblement beaucoup d'argent à dépenser et qui sont très contents de mettre de l'argent dedans. C'est une organisation qui est déficitaire depuis ses débuts. Et qui chaque année, Chatry dit cette année c'est la bonne, on va gagner de l'argent. Et je dis pas ça en disant comme ça, hein. C'est que les chiffres sont publiés tous les ans. Faites juste une recherche sur Twitter et vous trouverez les chiffres de l'année dernière. Donc non, je les vois pas spécialement. Ils vont continuer à faire ce qu'ils font, ils vont développer ce qu'ils font parce que il a trouvé la bonne formule avec ses Friday Fights, avec les combattants. Il a un réservoir infini de combattants qui peut faire combattre tous les vendredis pour quasiment rien. Donc c'est parfait pour lui. Ça lui donne du spectacle. Il est en train de transformer profondément le Muay Thai en Thaïlande. Ça, c'est clair et net. Donc non, je ne les vois pas concurrencer l'UFC. Je les vois faire quelque chose de complètement différent dans leur coin du monde. Mais avec eux, c'est impossible de... Et qui va bien avec leur coin du monde. Voilà, ça va bien. Il s'est bien adapté avec la région dans laquelle il est. Il a annulé tous ses events prévus aux States sauf un cette année. Il n'y en a qu'un seul, c'est au mois d'août. Donc voilà, moi je pense qu'il va arrêter d'essayer de percer aux States, qu'il va rester dans sa partie du monde où il fait des choses qui fonctionnent, même si ça ne se traduit pas financièrement. Et puis à un moment donné, écoute, c'est difficile de dire... jusqu'à quand le One va exister? Je te l'avais pas mis, mais je m'en souviens de la question, mais je te l'avais pas mis dans les questions sélectionnées. Mais on te demandait aussi ce que tu pensais du Muay Thai version One, donc j'en profite parce que tu vas parler de là. C'est un Muay Thai que t'aimes, toi? C'est différent tout simplement. Moi, je viens du pur Muay Thai. Je viens des 5 reprises de 3 minutes avec les coudes, avec le corps à corps. Je suis un adepte du travail au PAM. C'est ton truc de la base. C'est mon délire, c'est ce que je kiffe le plus. Donc le pur Muay Thai, c'est pas celui-ci, clairement. Moi, je le prends comme un sport différent, tout simplement.
c'est un sport de pied-point qui s'inspire du Muay Thai très largement, mais où le corps à corps est très peu présent. On n'a pas les mêmes gants, donc ça donne des combats différents. Les combattants utilisent beaucoup plus leur anglaise parce qu'ils peuvent descendre les gars comme ça. On a moins de combattants fimeux, même si on en a de temps en temps. Les fimeux, c'est les techniciens, pour ceux qui ne suivent pas tous les vendredis. Donc je les oppose pas, moi. Il y a beaucoup de mecs, j'ai beaucoup d'anciens dans mes oreilles qui m'envoient des messages pour me dire mais Baba, mais ça c'est pas du vrai Muay. Moi, je les oppose pas en fait. Je les oppose pas. C'est quelque chose de différent. Tu vois de la complémentarité presque voilà. même. Ouais. C'est quelque chose. Aujourd'hui, le Muay. Deux façons de voir ce spectacle-là. Voilà, le Muay était dans une impasse. Internationalement parlant, le Muay est dans une impasse. En France, encore pire. C'est un sport qui dominait. On le voit plus du tout à la télé aujourd'hui. Et ça aussi, c'est des questions que j'ai tout le temps. Mais Baba, quand est-ce qu'il y aura du Muay sur RMC ? Écoutez, on verra. Toujours est-il que je te laisse faire le lobbying. Ça passera par le One, tout simplement. Ça passera par le One. Donc pourquoi opposer quand l'un peut ramener l'autre ? Donc voilà, moi c'est comme ça que je le vois. On va demander, selon vous, qui sera le premier champion français à l'UFC. Je vais te répondre rapidement. Manon Fiorot, le 10 mai, UFC 315. Ouais. Voilà, on peut passer à autre chose. Ça, c'est clair. Est-ce que la boxe, elle peut repartir en France ? Ce sera ma dernière question, un peu jus de crâne. Je pense que oui, mais il faut que les institutions en aient la volonté. Et ce qu'ils m'ont montré, moi, en 2024, c'est qu'ils n'en ont pas la volonté. Voilà. Et je parle, et je ne me cache pas du tout, je parle de ce qui s'est passé au niveau électoral. Je ne te dis pas que j'avais un cheval dans cette bataille, pas du tout. Je te dis simplement que l'élimination de la candidature sur une technicalité. Bah, moi, ça me dit tout ce que ça veut m'apprendre sur l'évolution de l'organisation de ce sport, en tout cas. C'est pas forcément l'organisation du sport n'est pas forcément la priorité. Non, si tu refuses un process démocratique, moi, ça m'intéresse pas. Non, c'est compliqué. Moi, je pense qu'il peut repartir, que ça va être compliqué quand même pour les raisons que tu as citées là, et que j'adore tous nos boxeurs aujourd'hui, mais il nous manque une tête d'affiche. Ah oui, ça c'est clair. Il y a une raison pour laquelle ça a explosé, qu'on a vu de la boxe sur TF1 il y a 30 ans ou des choses comme ça, c'est qu'il y avait des noms qui faisaient des championnats. Il y avait des mecs et puis ils avaient des trucs. Voilà, moi ça va être dur en fait. L'organisation de la boxe, maintenant, en plus de la façon dont elle est organisée aujourd'hui, soit on aura une chance un peu avec des. Bah, tu vois, l'exemple de Bruno Suras qui fait un truc et qui est récupéré maintenant par Turquie, qui va faire la revanche contre mon gars, à lui d'essayer d'assumer dans le ring et d'essayer de monter le plus haut possible. Mais avec la façon dont s'organise la boxe aujourd'hui, c'est compliqué en partant de France en fait. C'est trop compliqué. Moi, je connais trop. Moi, en fait, soit on a un phénomène, mais encore, même si on a un phénomène, qui va l'accompagner ? Trop compliqué. Après l'expérience Tony Yoka, tu vois, je sais que ça a calmé beaucoup de gens aussi. Ça va être compliqué. Faut pas se mentir. Ça va être est dans le même état qu'avant. C'est un sport. Il y a plein de bons boxeurs, il y a plein de bonnes choses qui se font, mais ça va être compliqué. Il y a trop. Je connais trop. Je côtoie beaucoup trop de boxeurs pros qui n'ont de pro que le nom pour pouvoir penser que ça prendra le devant de la scène. Donc la boxe était là, le MMA lui a mis une tempête, on va dire la vérité. C'est Christian Mbili qui le dit souvent et il a raison. Et voilà. Donc si les gens qui sont en place ne veulent rien faire pour faire bouger les lignes, pour promotionner au mieux la boxe professionnelle en France, donner plus de moyens à ces personnes-là, donner plus de moyens à la boxe amateur aussi, tout simplement pour exister. Écoute, voilà, je veux pas être défaitiste, mais c'est le constat. Non, ça paraît compliqué. Par contre, si un jour les étoiles s'alignent un petit peu, parce qu'on l'a toujours dit, et c'était pas le cas, et il n'avait pas clairement vu ce qu'a donné pour l'instant sa carrière, il n'en avait pas le niveau. Mais si Tony Yoka avait fait un championnat du monde des poids lourds contre Tyson Fury ou Anthony Joshua, il avait mérité ce truc-là, dans un Wembley plein pour un titre unifié ou des choses comme ça. Je peux te dire que la boxe aurait eu des yeux sur elle en France. Ça aurait relancé tout le truc. Ça aurait été un des événements sportifs de l'année, peu importe l'année où ce serait arrivé. C'était ce qu'il fallait. On avait une locomotive qui pouvait lancer quelque chose d'important. Le problème, c'est qu'on a attaché à cette locomotive l'obligation de victoire. On n'a pas voulu accepter le fait qu'il pouvait tirer tout le monde vers le haut, Tony. On n'a pas voulu accepter ça. On a préféré se ranger dans des jalousies et dans des choses comme ça, dans la volonté de le voir tomber et de célébrer sa chute. Et du coup, on est retour à la case départ. Voilà, donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage collectivement ce qui s'est passé. Moi, j'en ai parlé avec beaucoup de players du game, des coachs, des boxeurs qui avaient des discours très négatifs sur Tony. C'est pas que je veux le défendre coûte que coûte. Je dis simplement que quand il y a des locomotives qui sont là, il faut en profiter. Et on n'a pas voulu en profiter. On a juste voulu, encore une fois, mettre en place certaines jalousies, certaines choses comme ça négatives. Et voilà, qu'est-ce qu'on a gagné aujourd'hui ? Non, exactement. Rien du tout. Ni nous, ni Tony. Voilà. Personne n'a gagné dans cette histoire, c'est évident. J'ai fait le tour de mes questions. T'en avais une autre, Baba, ou pas ?
Non, bon c'était sympa. Et maintenant, je vais passer parce que c'est important quand même. Je veux le micro pendant 5 minutes pour quelques remerciements. Ouais, C'était c'est important bien au bout de sûr, 327 émissions et il y a eu quelques numéros bonus. Donc je crois qu'en tout, on doit être à plus de 330, 335, quelque chose comme ça. On va commencer, Baba, par les patrons de l'ombre, ceux sans qui rien n'aurait pu se faire comme pour nous, mais comme pour toutes les émissions de l'univers RMC Sport. Gros merci Arthur Robert et Max Abolin, les producteurs qui nous ont le plus accompagnés aux manettes de cette émission. Merci Arthur pour tous tes précieux conseils et ton aide. T'es toujours prêt à filer un coup de main, à nous débloquer un studio en dernière minute si le sujet vaut le coup. T'es un mec en or, merci beaucoup. Merci Max pour tout ton boulot sur l'émission. T'as abattu un travail considérable. Désolé de jamais avoir fini à l'heure alors que les golfeurs attendaient leur tour en régie. Vraiment, c'est de ma faute, mais tu connais, c'est la passion. On pouvait pas faire autrement. Merci aussi à Fabien Zdiolkowski qui a repris les rênes de l'émission ces dernières semaines seulement, mais c'était un plaisir de travailler avec lui. Et tous ceux qui sont passés dans leur rôle à un moment ou à un autre, Geoffrey, Roxane, Kylian, ils nous ont tous servi à faire ce RMC Fighter Club. Sans eux, sans tous les noms que je viens de citer, il n'y a pas de RMC, les gars. Et je parle aussi de l'After, du Moscato Show. C'est eux qui produisent, c'est eux qui sont dans l'ombre et qui nous permettent d'arriver dans des chaussons Baba, de poser. Moi j'ai découvert ça en arrivant, ils font un boulot incroyable, vraiment incroyable. On se pose et on a juste à parler de notre passion et c'est fabuleux de pouvoir faire ça. Mon deuxième gros merci, il est à notre ancien grand chef de RMC Sport, Rodolphe Massé. C'est l'homme qui a cru dans le projet du RMC Fighter Club que j'essayais de lui vendre depuis des mois et des mois. Il a finalement fini par accepter en 2019 et merci à lui. Il est loin d'RMC aujourd'hui, mais sans lui, elle n'existerait pas cette merci émission. Beaucoup, monsieur. Gros merci à Laurent Salvaudon, Baba, yes. pour tout ce qu'il a apporté à RMC Sport Combat, au développement du MMA en France globalement. C'est aussi un mec qui m'a laissé commenter Naoya Inoue. Donc, si tu veux, dans mon tableau d'honneur, il reste de toute façon assez haut. Mais c'est important de souligner tout le boulot qu'il a fait. Je n'étais pas toujours d'accord, je l'avais déjà dit ici, avec tout ce c'est storytelling, c'est machin. Mais la façon dont il a structuré le MMA en France en essayant de le faire grandir, c'était chouette. Non, il a fait des travaux colossaux. Moi, j'ai découvert un mec avec une vision forte et qu'il a réussi à imposer, à mettre en place. Et ça a donné le paysage du MMA qu'on a aujourd'hui. Donc, on lui doit vraiment beaucoup. Moi, à titre personnel, je lui dois beaucoup aussi parce qu'il a cru en ce que tu lui as raconté. Ça, c'est important. Donc ouais, un gros big up à Laurent. Gros merci à Maxime Deloffre et les équipes de la vidéo. Là, je parle du site internet, toujours ultra réactif pour mettre en ligne notre émission, sortir les extraits. Ce sont des machines, surtout Max, que j'ai cité. Et pareil, si vous voyez tant de contenu sur le site de RMC Sport, c'est grâce à toutes ces équipes. On les connaît pas, et c'est pas des noms connus par le grand public, mais ils abattent un travail absolument monstrueux. Merci mon Max Deloffre. Gros merci à toutes les équipes de RMC Sport Combat, de la Pay TV. C'était ma dernière maison ici, avec les équipes du MMA et de la boxe. Laurent Duplouy, Charles Chevalier, que vous retrouverez aux commandes de l'émission. Notre ami Antoine Simon aux commentaires avec toi sur le One et dans toutes vos nuits. UFC, Sacha Alix, Anthony Sterpini, ça c'est la relève, Baba, elle arrive. Hein. Elle est là. Ils sont là. Flora Moussi, Arnaud Quenon, qui était notre ancien CM, avec qui j'ai beaucoup partagé, Redouane Touta, Yacine Zawini, qui sont aujourd'hui, qui s'occupent de tout ça, Brian Levavasseur, les équipes des JRI des films avec qui j'ai été faire quelques tournages de l'autre côté du monde, à Las Vegas et ailleurs. Pierre-Henri Cachera, Romain Pougeot, Amine Mohamed. Continuez tous à nous régaler. Vous faites du boulot de dingue. Voilà, continuez comme ça parce que c'est comme ça que ça va faire grandir. On arrive au lourd. D'abord, tous ceux qui sont passés derrière ce micro comme consultants ou journalistes et qui ont participé à être la grande famille du RMC Fighter Club. Thomas Desson, Nicolas Jamin, Brahim Asloum, Souleymane Sissoko, Taylor Lapillus, Pierre Amiche, que des gars au top. Et un merci spécial aussi, et tu vas l'apprécier Baba, à un gars qui m'a fait l'honneur, et c'en était vraiment un grand, d'y revenir souvent dans cette émission et de m'apporter ses connaissances. Monsieur Samir Bourez, du podcast Octogone. Un immense personnage. L'original... L'OG de ce game, Samir. Mon grand frère. J'espère qu'on va pouvoir faire des choses ensemble dans le futur. Parce que tu nous manques. Toi et Omar, vous nous manquez beaucoup. Merci à Joe, Mac, mon partenaire derrière ce micro pendant longtemps. Cette émission, elle serait jamais devenue ce qu'elle est devenue sans sa participation. Et je pense qu'on peut être fier de l'héritage qu'on a laissé. On a créé une émission et on laisse une marque avec 3 bébés. Ouais, clairement. Et moi, j'ai un grand merci aussi à lui apporter parce que lui aussi, il a cru en moi et il m'a encouragé ensuite derrière. Donc, merci beaucoup à toi. Et il m'en reste 2. L'avant-dernier, c'est toi, Baba. Monsieur Diagraf. Moi, j'ai rien fait. Chez RMC, tu le sais, il y avait des gens circonspects à ton arrivée. J'avais aucun doute, moi. Zéro. La première fois que je t'ai écouté chez Au bord du ring, je savais combien le combat français, il tenait une pépite. T'es le meilleur consultant global du game de combat dans notre pays, Baba, je te le dis. Et je sais que c'est que le début pour toi. Je laisse le fighter dans les meilleures mains possibles, t'es le gardien qui va le mieux le protéger, et t'es un ami cher et précieux maintenant, donc c'est un honneur pour ça. Mais le laisser, ça veut pas dire adieu. Hein. On va se recroiser, on va continuer à parler de notre passion ensemble, et c'est ce qui nous a réunis, c'est ce qui continuera à nous réunir
des grands merci pour tout, frérot. Merci Vraiment à toi, beaucoup. merci à toi. J'ai déjà tout dit moi sur X, Je mais sais, voilà. déjà. Merci, tout simplement, merci. Il m'a mis de l'émotion hier soir quand je venais de finir de brosser mon chien. Tout simplement, merci. Hier soir, pour tout. seul chez moi, tu vois. On est ensemble. Et le dernier, mais c'est logique, Baba, c'est les auditeurs. Ouais. C'est les gens qui nous regardent C'est sur eux. YouTube depuis tant de fois, peu importe sur quelle plateforme, sur Spotify, sur le site internet. On a fait tout ça pour vous, on n'aurait jamais pu faire ça sans vous, tout simplement. Ces derniers jours, les retours qu'ils m'ont fait, ça m'a chaviré, Ouais. Baba. Je veux pas dire autrement, je m'attendais pas à tant d'amour. Et donc, je vous promets de continuer à distiller sa passion pour ces sports si beaux, parce que c'était vraiment chouette de partager cette aventure avec vous. Et on va continuer à le faire avancer le bousin, tous ensemble, les gars. Donc, merci beaucoup à tous pour cette aventure du RMC Fighter Club. Elle continue avec Baba. J'ai envie de continuer à vous dire ce que je vous disais toujours avant la fin. Abonnez-vous sur toutes les plateformes Yes. pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club, les prochains à venir avec Charles Chevalier, avec Baba et avec toute l'équipe de RMC Sport Combat. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça le fait toujours avancer ce bousin. À très vite ailleurs et peut-être un jour au RMC Fighter Club en tant qu'invité, mon Baba. À bientôt, mon frère. Ciao, ciao à tous. Ciao, Baba. Ciao, Salut tout le monde. Ciao, ciao. RMC Fighters Club.